Tout commence avec Ryuma, un garçon de 11 ans qui vit seul au milieu de la forêt. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a pas d'amis. Il cohabite avec des centaines de slimes qui l'accompagnent au quotidien. Au fil du temps, Ryuma a découvert que les slimes évoluent en eau de différentes manières, ce qui lui a été d'une grande aide. Certains slimes, par exemple, mangent des insectes et finissent par développer un tissu résistant et utile pour la chasse. D'autres produisent un liquide acide excellent pour dissoudre des matériaux tels que les os. Il y en a aussi qui sont devenus toxiques après avoir survécu à des herbes dangereuses, devenant ainsi plus forts que les autres. D'autre part, il existe des slimes qui se nourrissent de saleté et de poussière, aidant ainsi à tout garder propre. Et il y a le slime qui se nourrit de déchets et de résidus organiques. Tous ces compagnons garantissent une vie tranquille et stable à Ryuma. Après nous avoir montré tout cela, Ryuma décide de faire un tour dans la forêt. Au cours de sa promenade, il aperçoit un groupe d'hommes réunis. L'un d'eux est blessé, et Ryuma se demande ce que des bandits pourraient bien faire dans les parages. Le magicien du groupe, inquiet, regrette de ne pas pouvoir soigner le blessé avec sa magie. À ce moment-là, Ryuma, encore habitué à vivre seul, tente d'interagir, mais ses mots sortent de manière un peu étrange, comme s'il n'était pas habitué à parler avec d'autres personnes. Malgré tout, il parvient à dire qu'il a un remède. Le groupe se méfie, mais le magicien décide de jeter un œil et teste le remède, découvrant qu'il peut réellement aider. Il confie donc le blessé à Ryuma, qui commence aussitôt à le soigner. Au grand soulagement de tous, l'homme commence à se rétablir. Enthousiaste, ils décident de poursuivre leur chemin, mais Ryuma les invite à se reposer chez lui. Pendant qu'ils marchent ensemble, les hommes se demandent comment un enfant peut vivre seul dans la forêt. Ryuma s'arrête alors et les avertit de la présence d'une bête sauvage dans les environs, qui pourrait les attaquer à tout moment. Les hommes restent vigilants, et lorsqu'ils aperçoivent des slimes, se préparent au combat. Cependant, Ryuma s'avance, protégeant les slimes de son corps et leur disant qu'ils ne sont pas des ennemis. Face à cela, les hommes comprennent que les slimes sont les amis de Ryuma et s'excusent. Ils continuent à marcher et, en chemin, l'homme le plus âgé, un blond, engage la conversation avec Ryuma, lui racontant que, lorsqu'il était jeune, il avait lui aussi des slimes comme compagnons, car sa famille était composée de dompteurs. Malgré cela, il ne travaille plus dans ce domaine aujourd'hui. Peu après, ils arrivent à une impasse. Les hommes remarquent qu'il n'y a pas de passage, mais Ryuma utilise sa magie pour supprimer la barrière qui cachait l'entrée de sa maison. Dès qu'ils entrent, tous sont impressionnés par l'endroit, mais l'un d'eux remarque qu'il n'y a que suffisamment de meubles pour une seule personne, ce qui signifie que Ryuma vit seul ici. De plus, le fait qu'il soit apparu sans être remarqué, et qu'il ait utilisé une magie aussi puissante, les amène à soupçonner qu'il n'est pas seulement un enfant ordinaire. Malgré tout, Ryuma leur apporte quelques pots de médicaments. Ils les acceptent et promettent de les payer plus tard, mais Ryuma leur assure que ce n'est pas un problème, car il fabrique tout cela lui-même. Il leur offre même un peu d'eau. Les hommes sont surpris par sa capacité à fabriquer des médicaments, et même de la glace. Alors ils lui demandent qui il est. Ryuma révèle simplement son nom. L'homme le plus âgé se présente comme Jamil, un duc qui gouverne une région voisine. En entendant cela, Ryuma s'incline en signe de respect. Ensuite, le magicien se présente comme Jamil et le remercie pour son aide. Les autres donnent également leur nom et racontent comment ils sont arrivés là. Ils expliquent qu'ils voyageaient sur une route lorsqu'ils ont été attaqués par des bandits. Bien que cela n'ait pas été un gros problème, ils ont ensuite été attaqués par un ours noir qui a blessé l'un des hommes et effrayé les chevaux, les obligeant à s'enfuir dans la forêt à la recherche d'aide. Poussé par la curiosité, Jamil demande à Ryuma comment il parvient à vivre là et à utiliser la magie. Ryuma explique qu'il a tout appris de ses grands-parents, qui étaient des aventuriers. Il raconte également qu'ils sont morts il y a 3 ans, et que depuis, il vit là tout seul, sans vouloir aller ailleurs, car il se sent bien dans cette forêt. En entendant cela, Jamil a une idée. Elle veut découvrir si Ryuma est assez fort pour vivre seul. Pour cela, elle prend une sphère magique qui révèle des informations sur les personnes, changeant de couleur selon qui la touche. Rouge pour les criminels et bleu pour les gens ordinaires. La sphère montre également le vrai nom, l'âge, la race et les 4 attributs les plus forts. S'il utilisait la sphère et montrait des compétences de combat, il le laisserait tranquille. Ryuma accepte et touche la sphère. Jamil lit les informations et prévient Ryuma qu'il ne présente pas de compétences de combat très fortes. Ryuma, un peu déçu, se lève pour préparer le repas. Le mage montre alors les statistiques de Ryuma. Bien qu'il n'ait que 11 ans, sa résistance à la douleur mentale et physique est de niveau 10. Tout le monde est impressionné. Jamil dit qu'une fois arrivé en ville, il parlera à son père pour qu'il l'aide. Le lendemain, le blessé est déjà rétabli et remercie Ryuma pour tout. Lorsqu'il se sent un peu étourdi, Ryuma lui donne une potion pour récupérer du sang. L'homme la boit, mais n'aime pas beaucoup son goût. Avant de partir, ils promettent à Ryuma que s'il a besoin d'aide, il n'a qu'à aller les voir en ville.
Ils seront prêts à l'aider pour tout ce dont il aura besoin. Après leur départ, Ryuma se sent mal de ne pas avoir dit la vérité. Il savait qu'il avait menti. Ses grands-parents n'étaient pas morts 3 ans auparavant, car en réalité, c'était lui qui était mort. Il commence alors à se souvenir de son histoire. Il était un homme adulte dans cet autre monde, travaillant dans une entreprise. Un jour, il s'est réveillé dans un endroit blanc, où on lui a dit qu'il était mort. Lui, déjà habitué à tant d'efforts, a compris ce qui s'était passé. Il avait trop travaillé, et son corps n'avait pas tenu le coup. Malgré tout, il est resté calme, sachant que tôt ou tard, sa vie prendrait fin. Il a alors demandé qui étaient ces personnes. Elles se sont présentées comme des dieux, le dieu de la vie, le créateur et la déesse de l'amour. Curieux, Ryuma a voulu savoir comment il était mort. Ils lui ont expliqué qu'il était mort pendant son sommeil après avoir éternué 4 fois de suite. À chaque éternuement, il bougeait beaucoup et la dernière fois, il est tombé du lit et s'est cogné la tête, souffrant d'une hémorragie grave qui l'a tué. En entendant cela, Ryuma était furieux d'être mort d'une manière aussi ridicule, compte tenu de tout ce qu'il avait déjà affronté dans sa vie, y compris des bouteilles cassées et bien d'autres choses encore. La tête qu'il avait lancée sur le chef et plusieurs autres choses n'avaient-ils pas suffi à mettre fin à sa vie, mais finalement, il était mort à cause d'un éternuement. De l'autre côté, le dieu créateur a commencé à expliquer pourquoi il avait été emmené à cet endroit. Selon le dieu, l'intention était de le faire renaître dans un autre monde, car ce nouvel endroit souffrait d'un manque de magie. Comme il venait d'un monde plein de magie, il pourrait transférer une partie de cette énergie, puisque personne d'autre ne l'utilisait là-bas. En entendant cette explication, il s'est enthousiasmé, se souvenant qu'il avait toujours vu ce genre d'histoire dans les mangas et les animés. Le dieu poursuivit en disant qu'il ne renaîtrait pas avec le corps qu'il avait actuellement, mais sous la forme d'un garçon de 8 ans. Il expliqua également qu'aucune grande mission ni tâche particulière ne l'attendait. Il pourrait vivre comme il le souhaitait. Après une longue conversation avec les dieux, notre protagoniste accepta la proposition et sentit bientôt son corps se remplir de lumière. Les dieux l'avertirent qu'il l'observerait et que chaque fois qu'il en aurait besoin, il pourrait communiquer avec eux à l'église, grâce à un pouvoir qui lui permettait de les entendre. Il fut très reconnaissant de cette nouvelle chance de vivre. Dès son réveil, il se retrouva dans une forêt, dans le corps d'un garçon de 8 ans. À ses côtés, il y avait une valise et un livre que les dieux avaient laissé comme une sorte de manuel. En ouvrant le livre, il se rendit compte que tout ressemblait à un jeu vidéo. En vérifiant ses statistiques, il constata qu'il avait beaucoup de force physique. Curieux, il décida de la tester. Il donna un coup de pied dans un arbre et le renversa. À ce moment-là, il aperçut un slime. Pour l'apprivoiser, il a décidé de consulter le livre sur la magie. Suivant les conseils des dieux, il a détendu son corps et a senti l'énergie magique parcourir chaque partie de son être. En se concentrant, il a senti son corps briller tandis que la magie circulait. Il créa une rune sous le slime, qui fut automatiquement apprivoisée. Après avoir beaucoup marché, il décida qu'il vivrait dans cette forêt. Dans sa vie antérieure, il travaillait trop et n'avait pas le temps de se consacrer à ce qu'il aimait vraiment. Maintenant, avec cette nouvelle chance, il s'est promis d'étudier tout ce qu'il pouvait sur les slimes, ses premiers compagnons dans ce monde. Après quelques jours, il en comptait déjà des centaines à ses côtés. De retour au présent, après plusieurs jours, il remarqua que les hommes d'avant étaient revenus. Un homme plus âgé s'est présenté comme Rainbat, père de Jamil et ancien duc. Il a également expliqué que la jeune fille qui les accompagnait était la femme de l'homme qu'il avait sauvé autrefois, qu'elle s'appelait Élise et que la fille de Jamil, Eliaria, était avec eux. Notre protagoniste les a salués et s'est présenté tout en s'excusant de ne pas pouvoir leur offrir l'hospitalité qu'ils méritaient. Jamil, quant à lui, fut impressionné de voir autant de slimes réunis et demanda s'ils pouvaient tous tenir dans la maison. Notre protagoniste répondit qu'il avait appris à les faire se regrouper pour former un slime beaucoup plus grand. Il parla également de sa capacité à réduire leur taille, ce qui permettait de gagner beaucoup d'espace. Il n'a pas pu cacher sa surprise. Personne dans le royaume n'avait réussi à apprivoiser une telle créature. Notre protagoniste a expliqué qu'il était impossible d'apprivoiser 100 slimes à la fois, mais qu'en les apprivoisant individuellement, puis en les réunissant, tout devenait plus simple. Tout le monde fut stupéfait par cette révélation. Élise fit remarquer qu'apprivoiser 100 slimes était très difficile. Mais à la surprise générale, notre protagoniste en avait encore plus, ce qui impressionna même le père de Jamil. Lui qui était spécialiste de l'apprivoisement des créatures n'avait jamais vu une telle chose. Il a donc suggéré à notre protagoniste de s'inscrire à la guilde des aventuriers. Notre protagoniste, quant à lui, a répondu qu'après avoir pris un verre
il pourrait les recevoir chez lui. Jamil lui remit la montre qu'ils avaient remarqué qu'il n'avait pas lors de leur précédente visite. Elle le remercia pour ce cadeau, et le duc lui expliqua qu'ils étaient dans la forêt pour une autre raison. Jamil lui raconta alors que, issu d'une famille de dompteurs, il avait décidé de conclure son premier contrat avec une créature ce jour-là, et qu'il souhaitait que ce soit avec un slime. Cependant, il n'en avait retrouvé aucun sur leur chemin. Notre protagoniste expliqua que les slimes avaient l'habitude d'aller boire de l'eau dans un lac voisin. Hialaria fut enthousiasmée par cette idée et voulut s'y rendre, mais elle demanda d'abord s'il pouvait lui en dire plus sur les slimes, car elle ne savait pas lequel choisir. Notre protagoniste lui expliqua alors qu'il existait deux types moins connus. L'un était le slime nécrophage, qui se nourrissait de déchets et pouvait tout transformer en engrais. L'autre était le slime nettoyeur, qui mangeait toute la saleté qu'il trouvait. Pour lui montrer, il a donné à un slime un chiffon de gobelin, qu'il avait vaincu auparavant. Le slime a commencé à dévorer la saleté et à laisser le tissu impeccable, à tel point que certaines employées ont fait remarquer que la saleté des gobelins était la plus difficile à nettoyer. Notre protagoniste a assuré qu'ils étaient très sûrs, au point qu'il pouvait lui-même mettre la main dans le slime sans souffrir, car il ne consommait que de la saleté. Jamil et toute la famille ont été impressionnés, et Hara, enthousiaste, a dit qu'elle voulait un slime de nettoyage, car elle voulait être la première à avoir quelque chose comme ça pour la famille. Notre protagoniste était un peu gêné d'expliquer comment faire cela. Alors, en privé, il a expliqué aux autres hommes comment se déroulerait le processus. Ils ont compris pourquoi il était gêné, et l'un d'eux, déterminé, a expliqué à la jeune fille ce qu'elle devait faire. Il lui a dit qu'elle devait prendre un bain, et utiliser l'eau contenant sa sueur et sa saleté pour attirer le slime. En entendant cela, les filles ont rougi, et ont donné quelques tapes à l'homme. Mais notre protagoniste a expliqué à Elearia que pour une raison quelconque, les slimes de nettoyage étaient fortement attirés par la sueur. Elle était gênée, mais a décidé d'essayer. Après avoir pris sa douche, elle est allée dans la forêt en utilisant l'eau comme appât. Elle a passé toute la journée à chercher. Et en fin d'après-midi, Radiante est apparue pour lui annoncer qu'elle avait trouvé son premier partenaire, un slime de nettoyage. Plus tard, à la maison, notre protagoniste a vu à quel point Yara était heureuse avec le slime, ce qui lui a rappelé son propre premier compagnon. À ce moment-là, il s'est demandé s'il avait réfléchi à ce qu'il ferait à partir de là. Notre protagoniste a expliqué qu'il n'était pas encore convaincu de quitter la forêt. Le père de Jamil a toutefois suggéré qu'il les accompagne jusqu'à la ville voisine, où il resterait quelque temps. Il a ajouté qu'il pourrait retourner dans la forêt quand il le souhaiterait, mais qu'il serait bon de découvrir d'autres personnes et d'autres lieux. Elearia, enthousiaste, a fait remarquer que ce serait également son premier voyage, et l'a encouragé à partir, en lui disant qu'il pourrait s'amuser et apprendre beaucoup. Notre protagoniste, touché par sa motivation, a réfléchi quelques instants, puis a décidé de les accompagner. En entendant cela, tout le monde fut ravi. Jamil lui dit que les serviteurs l'aideraient à se préparer pour le voyage. Notre protagoniste répondit que ce n'était pas nécessaire, car il avait une boîte magique qui pouvait contenir beaucoup de choses. Tout le monde fut étonné, car une boîte magique exigeait un niveau de magie élevé. Élise, surprise, lui dit qu'elle pourrait lui enseigner tout ce qu'elle savait sur la magie, et qu'il apprendrait ainsi beaucoup plus. Notre protagoniste la remercia, sachant dans son fort intérieur qu'il avait encore beaucoup à apprendre sur ce monde, car tout ce qu'il savait jusqu'alors provenait des explications que les dieux lui avaient données cette nuit-là. Le protagoniste emportait toujours sa boîte magique avec lui. Il y gardait ses affaires, les objets qu'il avait conquis ou pris aux voleurs qu'il avait vaincus. Tout ce qui faisait partie de sa collection datait d'il y a 3 ans. Enfin, il se rendit devant les statues des dieux qu'il gardait chez lui, et leur dit qu'il partait découvrir la ville. Le lendemain matin, il utilisa sa magie pour sceller l'entrée de la maison. Peu après, le père de Jamil ouvrit un portail magique, d'où sortirent des chevaux et des calèches, laissant le protagoniste surpris. Cette magie, expliqua-t-il, était connue sous le nom de dimension du foyer. Pendant qu'ils poursuivaient leur voyage, Elearia fit une remarque. Elle demanda s'il était vrai qu'il pouvait utiliser les 4 éléments magiques. Le protagoniste confirma en ajoutant qu'il savait également apprivoiser des créatures et créer des boucliers magiques. Yamin l'avertit alors que maîtriser autant de compétences à la fois pouvait l'empêcher de se démarquer dans l'une d'entre elles. Cela lui rappela ce que la déesse lui avait dit avant qu'il ne devienne plus fort. Il a également raconté qu'il avait déjà expérimenté la magie de guérison et l'alchimie. Le père de Yamin a fait remarquer que c'était rare, car peu de gens s'intéressaient à l'alchimie de nos jours. Curieux, il a demandé ce que le protagoniste avait réussi à créer. Le protagoniste expliqua qu'au début, il n'avait réussi qu'à purifier le sel minéral, en éliminant les impuretés et les poisons. Pour lui, cela semblait simple, mais pour les autres, c'était quelque chose d'incroyable, ce qui le rendait un peu gêné. Le voyage se poursuivit pendant plusieurs jours, et il se reposait dans des campements pendant la nuit. Au cours d'une de ces nuits,
Une forte pluie s'abattit soudainement, ce qui était très inhabituel pour la saison. Lorsqu'ils s'en rendirent compte, la calèche s'arrêta brusquement, car un glissement de terrain bloquait la route. Les gardes les informèrent qu'il n'y avait pas d'autre chemin à suivre, car l'autre route prendrait 3 jours et serait dangereuse en raison des voleurs. Le protagoniste est sorti pour voir ce qui s'était passé et a décidé d'aider. Mais avant d'agir, il a sorti de la boîte une cape résistante à l'eau. Le père d'Amy a félicité le protagoniste pour son ingéniosité, disant que même lui n'aurait pas pensé à une telle chose, et qu'à son arrivée en ville, il avait l'intention de l'emmener au CCH pour analyser ce produit plus en détail. Le protagoniste s'est approché de Jamil et lui a dit qu'il pouvait utiliser 2 sorts pour enlever les pierres, les transformant en blocs afin qu'ils puissent continuer leur chemin. Il a également créé un bouclier pour protéger tout le monde de la pluie et a dit qu'il avait une meilleure idée. Unir les 2 sorts en un nouveau, capable de transformer le sol en bloc. Il jeta alors le sort et transforma tout en blocs de pierre. Avec l'aide de ses slimes, il commença à retirer les blocs de la route, libérant rapidement le passage. Tout le monde fut impressionné par ce qu'il pouvait faire, et le protagoniste se sentit fier d'avoir aidé. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent en ville. Le lendemain, il se rendit avec toute la famille de Jamil à une église pour recevoir son identité royale. Là, une jeune femme le conduisit jusqu'à la salle de baptême, et lui expliqua qu'il devait prendre une pilule d'albidrio et la mettre dans un récipient. Ensuite, il devait toucher une boule de cristal qui révélerait ses informations et enregistrerait tout. Le protagoniste toucha la boule, qui se mit à briller intensément, l'obligeant à fermer les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il vit qu'il se trouvait devant les dieux qu'il avait accueillis lors de cette première nuit. Effrayé, il demanda s'il était mort, mais les dieux, souriant, lui répondirent que non. Ils avaient simplement déplacé son esprit vers cet endroit temporairement, et il retournerait dans le monde comme si de rien n'était. Le protagoniste se souvint qu'on lui avait dit un jour qu'il pourrait parler aux dieux en se rendant en ville, et il les remercia pour ce pouvoir. Les dieux expliquèrent qu'il serait désormais plus facile de communiquer avec lui, et le félicitèrent pour sa maison dans les montagnes, louant la façon dont il la maintenait propre et belle. Le protagoniste répondit que c'était grâce à ses slimes. Mais le dieu Gain expliqua que ce n'était pas tout à fait vrai. En réalité, les slimes nettoyeurs ou nécrophages n'existaient pas auparavant. Ces espèces avaient été créées par lui-même. Le dieu raconta qu'il y a longtemps, il avait créé des slimes ordinaires, mais qu'au fil des ans, ils avaient stagné sans évoluer davantage. Puis, le protagoniste arriva et créa de nouvelles espèces, qui surprirent même le dieu Rion. Ils ont loué ses idées, et ont mentionné qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il rencontre la famille des ducs. Le protagoniste demanda s'il y avait quelque chose qui clochait, mais les dieux répondirent qu'il n'y avait aucun problème. Juste qu'un ancêtre de Jamil avait épousé une fille qui s'était également réincarnée dans ce monde. Elle demanda à acquérir des compétences pour apprivoiser les créatures de cet endroit, et s'y consacra tellement qu'elle fonda l'Institut des Dompteurs du royaume. Recevant le titre de noble, l'ancêtre de Jamil tomba amoureux d'elle, et les deux se marièrent. C'est pourquoi la famille de Jamil comptait des dompteurs depuis plusieurs générations, et il semblait que Lara avait hérité d'une grande partie de leur sang, car du côté de sa mère, elle descendait également d'une autre réincarnation. Cette autre réincarnation était celle d'un jeune homme qui souhaitait avoir beaucoup de pouvoirs magiques et de grandes compétences au combat. Les dieux lui ont accordé cela, mais ils s'inquiétaient de la possibilité que tant de pouvoirs soient utilisés pour causer des problèmes. Heureusement, le jeune homme était gentil et n'avait jamais songé à faire du mal à qui que ce soit. Enfin, les dieux expliquèrent au protagoniste qu'il ne serait pas possible pour le moment de trouver quelqu'un d'autre qui se soit réincarné, car il laissait généralement un intervalle de 200 ans entre chaque réincarnation. Pour finir, ils louèrent la manière dont le protagoniste gérait ses pouvoirs et les choix qu'il faisait. Ils étaient ainsi toujours sereins, et Jim le dieu a fait remarquer que d'autres dieux s'étaient intéressés à notre protagoniste, en particulier le dieu de la guerre et celui de la magie, car ils ne sont généralement pas favorables à l'idée de la réincarnation. Mais curieusement, ils ont trouvé le protagoniste très intéressant. En entendant cela, il n'a pas caché sa surprise, et une lumière a commencé à rayonner de son corps. Les dieux, remarquant cette lueur, lui ont souhaité bonne chance et ont pris congé, car le moment était venu pour lui de retourner dans son propre monde. Dès son retour à l'église, la jeune fille lui expliqua qu'il pouvait traiter ses informations comme il le souhaitait, car il s'agissait d'une affaire personnelle. Elle se retira ensuite, le laissant seul. Il vérifia les informations le concernant et découvrit qu'il avait 2 titres importants. L'un pour avoir surmonté une vie difficile, l'autre pour être le fils bien-aimé des dieux. Cette révélation le rendit très enthousiaste. Peu après,
Le père de Jamil s'approcha pour lui parler, très inquiet des capacités extraordinaires qu'il possédait et de l'impact que cela pourrait avoir sur la façon dont les autres le percevaient. Il lui a suggéré de garder ses capacités secrètes, mais a également reconnu que cela serait compliqué en raison du niveau de pouvoir qu'il possédait. Il lui a donc conseillé de rejoindre une guilde, expliquant qu'en montant de niveau, il serait considéré de manière plus normale, comme n'importe qui d'autre. Notre protagoniste a compris ce conseil et a promis d'être plus prudent lorsqu'il utiliserait la magie devant les autres. Elle le remercia chaleureusement pour ses conseils. Puis Elara Curiosa lui demanda s'il pouvait lui révéler son niveau de puissance magique. Il répondit sans hésiter, 168 000. La jeune fille, surprise, fut impressionnée par son potentiel magique. Son serviteur fit remarquer qu'un tel pouvoir exigeait beaucoup de contrôle, car il était facile de perdre la maîtrise d'une force aussi grande. Il écouta attentivement, réalisant qu'il n'avait jusqu'alors jamais eu personne à qui comparer sa propre magie, ce qui l'aida à mieux comprendre sa situation. Elara fit également remarquer qu'elle trouvait incroyable qu'il utilise la magie avec autant de facilité, alors qu'il avait le même âge qu'elle. Pour elle, utiliser la magie était beaucoup plus difficile. Il sourit, et lui suggéra d'essayer d'aborder la magie de manière plus ludique, comme un jeu, et pas seulement comme un entraînement. Cette idée surprit tout le monde, car personne n'avait jamais considéré la magie comme quelque chose qui pouvait être utilisé pour se distraire ou divertir la famille, puisqu'elle était toujours considérée comme un outil à usage militaire. Cependant, en entendant cela, ils se rendirent compte que cela pouvait être une bonne façon de s'entraîner. Elara s'est approchée de lui et lui a demandé de l'aider à s'entraîner. Il a accepté de bon cœur, lui tenant la main pour sceller sa promesse. Cela l'a rendu particulièrement heureux, car cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi apprécié. Plus tard, l'église et la famille de Jamil ont informé le protagoniste qu'il devait s'inscrire à la guilde des dompteurs. Il a accepté, mais en arrivant là-bas, il a remarqué qu'il y avait une condition pour passer au niveau supérieur dans cette guilde. Il fallait avoir des familiers forts et habiles, ce qui était compliqué pour lui, car ses slims n'étaient pas très puissants. La famille de Watambok a donc décidé de l'emmener à la guilde des aventuriers, où ses compétences en matière de combat et de survie seraient davantage valorisées. Notre protagoniste a accepté l'invitation, car il avait déjà affronté seul plusieurs bandits pendant de nombreuses années. À la guilde, il a appris qu'il devrait passer un test d'aptitude, qui consistait à tirer 5 flèches, une pour chaque cible, sans en manquer aucune. Déterminé à ne décevoir personne, il se concentra et tira toutes les flèches avec précision et rapidité, relevant le défi et impressionnant le superviseur et tous ceux qui assistaient à la scène, y compris la famille de Jamil. Jamil fit remarquer qu'il connaissait déjà ses compétences, mais qu'il était tout de même surpris par une telle dextérité. Le superviseur expliqua qu'il y aurait une autre étape du test, dans laquelle il devrait toucher des cibles en mouvement, ce qui lui rappela les pigeons d'argile du monde d'où il venait. Il a raconté que cette méthode avait été créée par un aventurier très célèbre, qui avait apporté une arme magique, un fusil d'un autre monde. Notre protagoniste, se souvenant de cela, s'est concentré et a tiré les flèches avec précision, même lorsque 4 cibles sont apparues en même temps. Il les a toutes touchées, sans manquer aucun des 50 tirs, laissant tout le monde bouche bée devant sa précision. Cependant, le superviseur lança un poignard dans sa direction, qu'il attrapa rapidement et renvoya instantanément. Il sortit ensuite une lance magique et sauta en l'air en direction du superviseur. Ce dernier, surpris, lui demanda d'arrêter et lui expliqua que le poignard servait à tester s'il était attentif à tout ce qui l'entourait. C'était une technique que peu de gens parvenaient à éviter. Il fut le premier à riposter à l'attaque, ce qui impressionna encore plus le superviseur, qui se révéla être Vorgen, le maître de la guilde. Tout le monde fut stupéfait par cette démonstration de force, d'autant plus que le duc avait amené toute sa famille pour assister à l'épreuve. Jamil, ému, courut féliciter le protagoniste d'avoir traversé tout cela, ce qui le rendit un peu gêné, mais heureux d'être compris. Vorgen lui remit alors sa carte d'aventurier et le félicita, lui disant que même s'il commençait au niveau le plus bas, il n'aurait aucune difficulté à progresser rapidement. Il lui recommanda de chercher des missions correspondant à son niveau, et la réceptionniste expliqua que s'il faisait partie d'un groupe, il pourrait accepter des missions de niveau supérieur. En entendant cela, il consulta la liste des missions, et se rendit compte que la plupart impliquaient du nettoyage, ce qui ne serait pas un problème pour lui, puisqu'il pouvait compter sur l'aide des slimes. Le lendemain, il rassembla ses slimes et partit pour sa première mission. En frappant à la porte et en annonçant qu'il venait de la guilde, il fut accueilli par une jeune fille aux oreilles à 2 chats qui semblait très heureuse d'avoir enfin quelqu'un pour l'aider à nettoyer. Il fut surpris de voir une jeune fille comme celle-ci et sentit une forte odeur provenant de la maison.
La jeune fille le remercia beaucoup pour sa visite, expliquant que personne n'acceptait de nettoyer les lieux car il y avait une décharge à proximité et l'un des murs s'était effondré, répandant les déchets partout, ce qui faisait que personne ne voulait travailler là-bas. Le protagoniste a commencé à prêter attention à tout ce qui l'entourait et a décidé de s'attaquer d'abord à la montagne de déchets qui s'était accumulée là. Il y avait vraiment beaucoup de débris éparpillés, mais avec l'aide de ses slimes ramasseurs, il réussit à tout nettoyer en peu de temps. Peu après, il se rendit chez la jeune fille et enleva les déchets qui s'étaient accumulés dans le sous-sol. Grâce à sa magie du vent, elle nettoya les murs, éliminant toute odeur désagréable. Et en utilisant sa magie de création, elle a produit plusieurs blocs qu'elle a utilisés pour sceller l'ouverture dans le sous-sol. Quand la jeune fille a vu tout cela, elle a été impressionnée par la rapidité du nettoyage et, émue, elle s'est mise à pleurer de gratitude. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle voyait sa maison complètement propre. Elle signa le rapport de fin de mission et dit au protagoniste qu'elle lui donnerait une prime en guise de remerciement. « Bon travail », lui dit-elle en souriant avec satisfaction. Le protagoniste se rendit ensuite à la guilde, où la réceptionniste lui remit la récompense pour son service. Bien que ce soit une somme généreuse pour un simple nettoyage, il trouvait tout de même que c'était beaucoup d'argent pour ce genre de tâche. C'est alors qu'Aran l'a appelé. Le maître, surpris, a déclaré qu'il était incroyable qu'il ait réussi à nettoyer la maison de la jeune fille aussi rapidement. Il la connaissait depuis longtemps, car elle avait été aventurière de la guilde. Curieux, il voulut savoir comment le protagoniste avait réussi à tout faire si rapidement. Notre protagoniste expliqua qu'il avait utilisé ses slimes pour cela. Aran fut admiratif, et en profita pour lui proposer un autre travail. Il lui expliqua qu'en raison de la baisse de production des mines de la ville, les revenus avaient considérablement diminué, et les dépenses devaient être réduites. L'une de ces réductions concernait l'entretien des toilettes publiques. Comme le gouvernement offrait peu d'argent pour cela, personne n'acceptait ce travail. Ainsi, les toilettes communautaires n'avaient pas été nettoyées depuis un certain temps, et ceux qui avaient peu de ressources étaient rejetés sous prétexte de ne pas les embaucher. En entendant cela, le protagoniste comprit la situation. Il comprit que ce ne serait pas facile à résoudre, mais il dit à Aran qu'il ferait le travail le lendemain. Il suggéra également de parler à la famille de Jamil, car il pourrait trouver un moyen de valoriser ses emplois et d'aider les personnes les plus démunies. Il expliqua que lorsqu'il l'avait rencontré, la famille de Jamil l'avait soutenu sans hésiter. Plus tard, l'histoire s'est orientée vers la conversation avec la famille de Jamil. En apprenant tout cela, ils ont été stupéfaits, car les dépenses étaient encore dans les limites prévues. Le père de Jamil s'est montré très contrarié, car il avait investi dans la construction des toilettes communautaires et avait toujours rêvé de donner des opportunités de travail à ceux qui en avaient le plus besoin. Savoir que de l'argent avait été détourné de cette cause l'a mis en colère. Il a promis d'enquêter, et le lendemain, il allait découvrir qui détournait les fonds. Pendant ce temps, le protagoniste s'est dirigé vers les toilettes, qui étaient dans un état déplorable. De loin, on pouvait déjà sentir la forte odeur qui s'en dégageait. Ryuma prit ses gants, son équipement de protection et un masque dans le coffre magique. Il mit également un slime nettoyeur sur sa tête comme protection supplémentaire, puis entra pour commencer le nettoyage. Les slimes carnivores commencèrent rapidement à consommer tous les déchets, et avec l'aide de sa magie, il nettoya les murs. Après avoir terminé la première salle de bain de Trinta, il remarqua que ces slimes avaient commencé à se multiplier, grâce à la quantité de saleté qu'ils avaient reconsommée. Curieux, il utilisa son pouvoir d'évaluation, et constata que les monstres avaient évolué, gagnant une résistance au poison, et une protection contre le miasme. Un pouvoir magique qui se forme dans les corps, en décomposition, et peut causer des maladies physiques et mentales. Une fois la salle de bain nettoyée, le protagoniste retourna à la guilde, où il trouva Jamil et sa famille. Il rassembla tout le monde et leur dit qu'il avait trouvé du miasme dans toutes les toilettes. Tous furent effrayés en entendant cela, et lui demandèrent s'il allait bien, craignant qu'il ait été contaminé. Le protagoniste leur dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car il préférait entrer lui-même dans les toilettes avec ses slimes, et éliminer tout à la racine. Après tout, plus il y a de personnes impliquées, plus le risque de maladie est grand. Il a donc demandé à personne d'autre de prendre le risque d'y entrer et, pour les rassurer, il leur a montré ses capacités qui le protégeaient de divers maux, en plus de ses pouvoirs magiques de nettoyage, qui faisaient de lui la personne la plus indiquée pour cette tâche. Le père de Jamil n'était pas très à l'aise avec tout cela, mais il comprit que c'était la meilleure solution et remercia le protagoniste pour ses efforts. Zoma commença alors à nettoyer toutes les toilettes, tandis que les autres aventuriers amenés par Waran empêchaient les curieux d'entrer et expliquaient que beaucoup de ces aventuriers étaient de races différentes et possédèrent des compétences magiques variées. Après cela, le protagoniste remarqua qu'après avoir tant mangé, ses slimes avaient dépassé le niveau 1.
devenant un énorme slime doté d'une capacité spéciale de gloutonnerie, ce qui facilitait grandement le travail de nettoyage. En même temps, il demandait aux servantes de la nourriture et des potions de régénération pour récupérer son énergie. Aioma passa toute la journée et même la nuit à nettoyer, s'arrêtant seulement pour manger quelque chose et prendre les potions que les aventuriers reveillant apportaient. Comme il avait nourri tant de ces slims, il en comptait désormais plus de 3000, ce qui accéléra encore plus son travail. Il continua ainsi jusqu'à l'aube, lorsqu'il eut enfin fini de nettoyer toutes les salles de bain. Après cela, il trouva Organa et lui dit que le travail était terminé. Impressionné, le maître lui dit qu'il méritait un bon repos et une généreuse récompense pour ses efforts. Le protagoniste, quant à lui, se rendit à pied jusqu'à la maison. À force de travailler, il finit par assister au lever du soleil, ce qui lui rappela son ancienne vie, lorsqu'il travaillait tard et rentrait chez lui à l'aube. À cette époque, sa mère l'attendait toujours éveillée, même lorsqu'il lui demandait de ne pas le faire. Mais, un jour triste, elle perdit la vie en l'attendant, ce qui le marqua profondément. Le jour des funérailles, il ne parvint même pas à pleurer tant la douleur était grande. Depuis lors, il s'est habitué à vivre seul, sans se soucier beaucoup de ce qu'il ressentait. Il pensait qu'il ne pourrait jamais récupérer tout ce qu'il avait perdu. Mais en ouvrant la porte de sa maison, il trouva Jamil et sa famille qui l'attendaient. Tous le regardèrent avec inquiétude, lui demandèrent comment il allait, et lui dirent que le repas était prêt. Ils l'invitèrent également à prendre un bain et à se reposer. Le protagoniste est resté paralysé, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Et les larmes ont soudainement jailli, s'excusant d'avoir pensé au temps où sa mère l'attendait. Il s'est approché et les a embrassés sans réfléchir. Il était enthousiaste, disant qu'il avait désormais une famille qui serait toujours là pour lui. Alberto, notre protégé, ressentit une immense gratitude pour tout ce qu'il vivait. Après tant de temps, il ressentait enfin de l'affection véritable et réalisait qu'il avait une famille qui l'aimait vraiment. Cela le rendait très heureux d'être dans ce nouveau monde. Le lendemain, il fut réveillé pour le petit déjeuner. Entre-temps, elle s'était déjà levée tôt et travaillait avec les domestiques pour préparer un repas spécial, car elle voulait en profiter pour demander à Alberto de lui apprendre à jouer avec la magie. Elle le remercia pour le repas et dit qu'elle accepterait sa demande, lui rappelant qu'il avait promis de l'aider à apprendre la magie. La servante lui demanda alors s'il voulait apprendre quelque chose en échange. Il répondit qu'il aimerait en savoir plus sur la magie offensive, car il ne comprenait pas très bien le sujet. Le magicien Jamil lui assura qu'il lui apprendrait à utiliser la magie plus efficacement. Après s'être entraîné pendant un certain temps, il partit avec Jamil pour poursuivre ses études de magie. Yara commença à montrer un peu de magie à la jeune fille, lui disant que ses points forts étaient les sorts de glace et de feu. Alberto fit remarquer que ceux-ci étaient les plus difficiles à maîtriser, mais il lui montra ensuite comment créer quelque chose qui ressemblait à des feux d'artifice, en commençant par utiliser la magie de l'eau. Avec ses mains, il a créé une bulle, puis, à l'aide de la magie de l'air, il en a créé plusieurs autres. Elle s'est enthousiasmée et a essayé de l'imiter, réussissant à créer plusieurs bulles, même si celle-ci éclatait trop vite. Ryuma lui a alors expliqué que si elle imaginait qu'une substance collante aiderait la bulle à durer plus longtemps, elle devait penser à quelque chose comme du slime collant. Arya essaya à nouveau, et cette fois, les bulles durèrent beaucoup plus longtemps. Alberto eut une idée, et en utilisant une plus grande quantité de magie, créa une énorme bulle pour qu'Arya puisse jouer. Elle fut enchantée, prit la bulle, et commença à la remplir d'eau, la modelant avec sa magie. Pendant ce temps, Ryuma recevait des cours de Jamil, qui lui enseignait l'attaque de base du feu. Il essaya, et lança une flèche de feu encore plus puissante que celle de Jamil. Ils continuèrent à s'entraîner, et Ryuma apprit de nombreuses attaques avec différents éléments. La terre, l'eau, le feu, la glace, ainsi que des sorts défensifs tels que des murs faits de n'importe lequel de ces éléments. Après avoir pratiqué pendant un certain temps, Ryuma demanda à Jamil de lui enseigner davantage de magie. Mais le mage ne savait pas quoi lui enseigner de plus, car il lui avait déjà enseigné les bases. C'est alors que le serviteur suggéra d'enseigner la magie spatiale. Ryuma accepta, et le serviteur lui demanda s'il connaissait un autre type de magie que la boîte magique. Ryuma répondit que oui, car il savait utiliser la téléportation, mais uniquement vers des endroits proches. Le serviteur expliqua qu'il pouvait désormais apprendre à se téléporter sur de plus longues distances, à condition de se concentrer sur l'endroit souhaité, et de focaliser toute sa magie. Ryuma essaya, et réussit à se téléporter près d'un arbre situé à quelques mètres de là. Il expliqua que Ryuma avait déjà atteint un niveau intermédiaire en magie, suffisant pour pratiquer la dimension domestique, une version améliorée de la boîte magique de Ryuma, mais beaucoup plus grande et avec son propre air, ce qui aiderait à transporter ses slimes. Après avoir passé tout l'après-midi à s'entraîner, Ryuma réussit à créer la dimension domestique lors de sa dernière tentative. Il remercia avec enthousiasme le serviteur, qui lui répondit que tout était le fruit de ses efforts, et qu'il était temps de rentrer. Tellement concentré, Ryuma ne remarqua même pas que la nuit tombait. Le lendemain, toute la famille est partie pour les mines.
Ils expliquèrent à Ryuma qu'Elearia devait également apprendre à combattre les monstres et les bandits, car les ducs devaient être prêts à relever tous les défis sans difficulté. De plus, ils apprenaient diverses matières afin de mieux gouverner leur terre. Elearia a dit à Ryuma que c'était pour cette raison qu'elle se rendrait dans la capitale dès la fin du voyage, afin d'étudier et de se préparer à suivre l'héritage des ducs. Lorsqu'ils sont arrivés aux mines, Ryuma est resté avec Elearia, Jamil et quelques gardes, tandis que les autres adultes, accompagnés de Jamil, sont partis explorer d'autres mines, qui selon les rumeurs étaient remplies de monstres. En chemin, Jamil expliqua à Ryuma qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car les ducs comme Jamil avaient né beaucoup de pouvoir, et les monstres des mines ne leur posaient aucun problème. Alors qu'ils marchaient, le groupe de Ryuma rencontra une menthe religieuse des cavernes. L'explorateur avertit que ces monstres étaient dangereux car ils se reproduisaient très rapidement, et que s'il en rencontrait un, il y en aurait probablement au moins 30 à proximité. Elearia devait tester sa magie contre ces créatures. Elle se positionna à l'avant et lança une flèche de glace qui manqua sa cible. Cependant, elle créa immédiatement une deuxième flèche et réussit à éliminer la menthe religieuse qui courait vers elle. Jamil loua sa rapidité, mais lui dit qu'elle pouvait encore améliorer sa précision. Ce fut ensuite au tour de Ryuma de se battre. Bien qu'il fût inquiet à l'idée d'affronter 4 monstres à la fois, il dit que tout allait bien, sortit 2 poignards de sa poche, activa un sort pour renforcer son corps et passa à l'attaque. Esquivant 2 coups, il a commencé à couper les têtes des menthes religieuses et à détruire celles qui tombaient au sol, éliminant les 4 sans difficulté. Cela surprit tout le monde autour de lui, qui n'imaginait pas que Ryuma était aussi doué au combat physique. Après avoir vaincu de nombreuses autres menthes religieuses, le groupe pensa à rentrer, mais Yara aperçut un slime métallique au loin, courut pour le capturer et, à l'aide de quelques murs magiques, réussit à le piéger. Elle revint et remit le slime à Ryuma d'Omar, en signe de gratitude pour lui avoir appris à jouer avec la magie. Ryuma était très heureux, car il ne savait même pas qu'il existait des slimes faits de fer. En sortant de la grotte, les adultes commencèrent à discuter des monstres dans les mines. Ryuma, quant à lui, observait ces slimes et regardait celui en métal, trouvant curieux qu'il soit si lourd. C'est alors qu'une idée lui vint à l'esprit. Il y avait beaucoup de terre rouge sur le sol, qui contenait du fer. À l'aide de l'alchimie, il commença à séparer le fer de la terre, éliminant l'oxygène qui causait l'oxydation, et obtint ainsi un lingot de fer. Toute la famille fut impressionnée par cette démonstration, car beaucoup n'avaient jamais vu l'alchimie mise en pratique de manière aussi claire. Ryuma expliqua comment il avait fait cela, ce qui surprit encore plus tout le monde lorsqu'ils découvrirent qu'il savait également utiliser l'alchimie. Le père de Jamil se souvint qu'il devait le présenter à quelqu'un d'important. De retour en ville, ils emmenèrent Ryuma dans un magasin d'échange appartenant à Morgan. Là, il utilisa l'alchimie pour montrer au propriétaire comment obtenir du fer pur. Morgan fut impressionné et qualifia Ryuma de véritable maître alchimiste. De plus, Morgan déclara que tous les autres produits apportés par Ryuma étaient de la meilleure qualité et promit de les vendre avec le plus grand soin. Discrètement, Ryuma demanda que le secret de sa paternité sur ces objets soit préservé, et la famille de Jamil accepta, car il n'avait que 11 ans, et cela aurait pu éveiller les soupçons. Morgan comprit et promit de distribuer les produits de la meilleure façon possible. Jamil demanda que tous les bénéfices qu'on reçoit soient remis directement à Ryuma, qui fut surpris d'entendre cela. Mais la famille de Wakian leur expliqua qu'il le méritait, et qu'en outre, en tant que duc, il n'avait pas besoin d'argent, ce qui surprit encore plus Ryuma. Notre protagoniste se sentait en sécurité auprès de ses aventuriers, ce qui lui procurait un immense bonheur. Le lendemain, il les retrouva, ceux-là même qui avaient aidé à nettoyer la guilde. Aran raconta qu'après de longues investigations, ils avaient enfin découvert qui volait l'argent de la guilde. Le problème du nettoyage était donc résolu, mais une nouvelle mission se présentait désormais. La famille du duc Jamil leur avait demandé d'éliminer tous les monstres qui apparaissaient dans les mines. Aran expliqua qu'ils commenceraient la mission le lendemain, mais les avertit qu'ils devaient être très prudents. À ce moment-là, les aventuriers arrivèrent pour les appeler, les invitant à les accompagner dans les mines. Avec l'aide de Liara, notre protagoniste se prépara pour la mission. Une fois arrivés dans les mines, Aran expliqua qu'ils affronteraient 3 types de monstres, des loups, des chauves-souris et des rats. Seuls, aucun d'entre eux ne représentait un grand danger. Mais le problème était qu'ils attaquaient en groupe, ce qui exigeait beaucoup de prudence. Pendant qu'ils marchaient, les aventuriers ont félicité le protagoniste d'être passé au niveau F en nettoyant les toilettes, et lui ont dit que s'il réussissait la mission dans les mines, il passerait facilement au niveau A. Tout en continuant à marcher, ils lui ont demandé combien de slime Ryuma possédait. Il a commencé à les énumérer. Au total, il en avait plus de 4300, ce qui surprit beaucoup le groupe, car il semblait difficile d'en contrôler autant en même temps. L'une des filles voulut savoir quel type d'arme il savait utiliser. Ryuma répondit qu'il maîtrisait les dagues, qu'il utilisait généralement un arc et des flèches, mais qu'il avait également appris à utiliser la magie offensive. Le groupe fut soulagé, car il était le seul à pouvoir utiliser la magie offensive, les autres étant des combattants.
et il y avait un mage spécialisé dans les compétences de guérison. Soudain, ils aperçurent plusieurs louveaux qui furent tous vaincus sans difficulté. Cependant, peu après, le protagoniste remarqua qu'une nuée de chauves-souris se trouvait devant eux. Le groupe ne savait pas comment faire face à autant d'ennemis à la fois, mais Ryuma eut une idée. Il invoqua une barrière sonore pour les protéger et utilisa une nouvelle magie, une bombe sonore qui élimina rapidement les chauves-souris. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, toutes les chauves-souris gisaient au sol, vaincues. Alors il appela ses slimes qui commencèrent à se nourrir des monstres vaincus. À midi, ils ont décidé de faire une pause pour se reposer, car ils avaient affronté de nombreux ennemis. Cependant, lorsqu'ils sont sortis pour prendre l'air, ils ont vu beaucoup de gens rassemblés. Aran leur a expliqué qu'un groupe d'entre eux avait rencontré des gobelins dans les profondeurs des mines, et qu'un aventurier avait même été blessé. D'après les informations, il semblait y avoir un village d'environ 500 gobelins. Ils devaient éliminer ce village rapidement pour éviter que leur nombre n'augmente. C'est pourquoi d'autres aventuriers furent appelés pour une nouvelle attaque. Tout d'abord, ils ont fermé les issues, afin qu'aucun gobelin ne puisse s'échapper. Ensuite, ils ont utilisé la magie de la lumière, avec quelques filles, pour attirer l'attention des monstres, dans le cadre d'un plan bien élaboré. Cependant, ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup plus de gobelins qu'ils ne l'avaient imaginé, dépassant le millier. Ryuma a remarqué qu'ils étaient à court de flèches, et que les slimes acides n'éliminaient pas les ennemis assez rapidement. Il a donc prévenu qu'il allait éloigner ces slimes, et utiliser son pouvoir, Dimension Natale, pour les faire venir tous en même temps. Il a prévenu les aventuriers qu'il allait lancer la bombe sonore, mais qu'il allait d'abord se protéger avec les slimes et activer la barrière sonore pour protéger le groupe. Les aventuriers ont invoqué la bombe sonore, qui a étourdi de nombreux gobelins, tout en lançant les slimes à l'attaque. Le groupe a été impressionné de voir comment les slimes utilisaient des armes, et se battaient grâce à leur entraînement, rendant même Aran fier. Il a encouragé les aventuriers à se battre avec le même esprit que Ryuma. Au bout d'un certain temps, ils réussirent à éliminer tous les gobelins, soit plus de 2000, alors que tout le monde célébrait et pensait à la récompense. Ils entendirent un grognement puissant provenant d'un tunnel, et le chef des gobelins apparut accompagné de plusieurs chefs de haut rang. Le groupe se prépara au combat, et Ryuma ordonna à ses slimes d'attaquer. Ils ont avancé comme une avalanche contre le chef, et l'ont éliminé en quelques secondes. Après un certain temps, ils ont fini par éliminer tous les gobelins. Ryuma a demandé aux aventuriers de se rassembler près de lui, et à l'aide d'un slime spécial nettoyant, il a enlevé toute la saleté et le sang des gobelins, ce qui a surpris tout le monde, car cette saleté était réputée très difficile à enlever. Auparavant, ils pensaient à jeter leurs vêtements, mais maintenant ils étaient complètement propres, comme neufs. En sortant de la mine, Ryuma remarqua que le médecin était impressionné. Ces slimes avaient appris la magie de guérison, et non seulement cela, mais ils avaient utilisé un sort puissant qui facilitait grandement le rétablissement des blessés. À ce moment-là, plusieurs personnes s'approchèrent pour le remercier, car grâce aux slimes, tout le monde était en bonne santé et sans problème. Notre protagoniste se sentit un peu gêné, car tout le travail avait été accompli par les slimes. Pendant ce temps, les aventuriers le regardaient avec fierté, car même s'il ressemblait à un enfant, il avait le véritable esprit d'un aventurier. Peu après, Aran a réuni le groupe pour les féliciter, leur disant qu'ils s'étaient très bien débrouillés et qu'ayant vaincu le gobelin géant, ils recevraient une bonne récompense supplémentaire. Sur le chemin du retour, Ryuma expliqua au groupe que les slimes de guérison étaient très rares, car ils étaient faibles par rapport aux autres et n'avaient besoin de se nourrir de rien. Ils tiraient leur énergie de l'eau et utilisaient la photosynthèse pour rester en vie. L'un des aventuriers, en entendant cela, fut surpris et fit remarquer que, puisque Ryuma avait autant de slime, il devait avoir beaucoup de magie pour les contrôler. Pour Ryuma, ce n'était pas si difficile. Plus tard, pendant que tout le monde dormait, Ryuma discuta avec le conducteur de la calèche, lui disant qu'il devrait se reposer, car il avait beaucoup travaillé pendant cette mission. Ryuma le remercia tout de même pour son aide, puis, en fermant les yeux, il repensa à sa vie passée. Quand il est arrivé dans ce monde, il croyait qu'il resterait seul pour toujours. Mais en rencontrant la famille de Jamil, il a réalisé qu'il pouvait leur faire confiance et qu'il avait une nouvelle famille. Une fois arrivé à la maison, Ryuma raconta à tout le monde combien de gobelins ils avaient affrontés et comment ils avaient réussi à vaincre la famille de Jamil. Ils furent impressionnés par le nombre de gobelins dans les mines, mais le protagoniste les rassura rapidement en leur disant que tout s'était bien passé et qu'il n'y avait eu aucun conflit. Le lendemain, lui et Elearia se rendirent là où se trouvait Morgane. Ils lui expliquèrent le plan qu'ils avaient imaginé, et le marchand fut très surpris, car il n'avait jamais vu ce type de slime auparavant. Morgane leur assura que cela avait tout pour réussir, mais leur conseilla d'enregistrer leur commerce auprès de la guilde des marchands. Il expliqua qu'avec l'augmentation des profits, il valait mieux éviter tout problème juridique et officialiser les choses. Le protagoniste accepta et se rendit à la guilde. Une fois sur place,
Il présenta son idée à la propriétaire de la guilde. Elle fut également impressionnée par la nouvelle génération de slime et se sentit motivée, car tout comme Morgan, elle voyait un grand potentiel dans cette activité. Elle dit qu'elle commencerait immédiatement le processus d'enregistrement. Morgan expliqua qu'ils auraient besoin d'un bon emplacement pour installer leur boutique, et la propriétaire de la guilde révéla qu'elle avait un local disponible. Elle a précisé que l'endroit n'était pas en bon état, car il avait été abandonné après un incendie, mais qu'elle le vendrait à bas prix. Plus tard, le protagoniste s'est rendu sur place accompagné de Morgan et Eliaria. À leur arrivée, ils ont découvert que l'espace avait autrefois abrité un bar et un entrepôt, mais que l'incendie l'avait détruit et qu'il nécessiterait de nombreuses réparations. Malgré tout, le protagoniste a réalisé que l'emplacement était excellent, à proximité de la zone des aventuriers et de la zone industrielle, ce qui garantirait de nombreux clients. Sans hésiter, il a décidé d'acheter le bien immobilier. Morgan a dit qu'il s'occuperait des formalités administratives en échange d'une petite commission, et a également proposé de lui présenter quelques contacts qui pourraient l'aider à gérer l'entreprise. Il expliqua qu'étant jeune, il lui serait difficile de traiter avec des personnes plus âgées, et qu'il valait donc mieux avoir quelqu'un de plus expérimenté comme représentant de l'entreprise. Le protagoniste comprit, et accepta l'idée de s'entourer de plusieurs personnes pour l'aider. De plus, il promit d'acheter tout ce dont Morgan aurait besoin pour commencer son travail. Les jours suivants, le protagoniste a utilisé les slimes pour nettoyer le terrain, puis a commencé à créer des blocs grâce à sa magie. Ah oui, avec l'aide des slimes, il a commencé à construire l'entreprise. Quelques jours plus tard, les garçons de la famille Jamil sont venus aider. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun problème à apporter leur soutien, car ils étaient amis, et qu'il était normal de s'entraider dans les affaires. Le protagoniste les a remerciés chaleureusement pour leur aide. Avec la collaboration des aventuriers, ils ont commencé à peindre les lieux. Ils ont félicité le protagoniste, sachant qu'il avait désormais un rang dans la guilde grâce à la maison monstre de la mine. Le protagoniste a remercié tout le monde pour leur soutien, reconnaissant que les idées des aventuriers avaient été essentielles à son succès. Les aventuriers ont promis de faire connaître l'entreprise et d'attirer beaucoup de monde, car ils seraient les premiers à utiliser les services, connaissant les capacités des slimes. Ils l'ont également félicité d'avoir décidé d'être indépendant, ce qui est difficile pour quelqu'un de son âge, et ont mentionné qu'il savait qu'il avait même refusé l'aide d'une famille noble pour garder le contrôle de l'entreprise. Après quelques jours, le magasin était presque prêt, et Eliaria lui a demandé s'il n'était pas fatigué de tant de travail. Il a répondu qu'il y était habitué, car dans son emploi précédent, il effectuait également ce genre de tâches pendant plusieurs jours. Quand Eliaria a voulu savoir ce qu'il faisait avant, le protagoniste a hésité, ne sachant pas quoi répondre, car il pensait qu'elle ne comprendrait pas s'il disait qu'il était programmeur ou ingénieur. Il a donc choisi de dire qu'il fabriquait des poupées pour certains clients. Cela a réjoui Eliaria, qui lui a demandé de lui fabriquer une poupée un jour. Plus tard, alors qu'il se promenait avec Eliaria, le protagoniste lui a dit qu'il avait l'intention d'organiser une fête pour remercier tous ceux qui avaient participé à la construction du magasin. Il prévoyait de proposer de la nourriture et diverses activités pour que tout le monde puisse s'amuser. Au cours de la promenade, il a vu l'église et a décidé de la visiter pour parler aux dieux. En arrivant dans leur royaume, il n'a trouvé que Khufu. Lorsqu'il a demandé où étaient les autres dieux, Khufu lui a expliqué qu'il visitait son ancien monde, profitant des divertissements qui s'y trouvaient. La déesse, par exemple, était en colère à la recherche des meilleurs bonbons. Il expliqua que, comme ce monde n'offre pas beaucoup de divertissements par rapport à la Terre, ils ont l'habitude d'y aller pour s'amuser. Le protagoniste écouta attentivement et se rendit compte que son temps était compté. Khufu l'a averti d'agir rapidement, car les autres dieux n'étaient pas présents, et l'a prévenu que le corps du fils du protagoniste affectait son esprit, lui permettant d'acquérir de nouvelles capacités en fonction de son état physique actuel. De retour à l'église, le protagoniste réfléchit aux paroles de Khufu et se rendit compte qu'elles étaient vraies. Contrairement à sa vie passée, qui était adulte, triste et ennuyeuse, il appréciait désormais davantage les choses simples et ressentait ses émotions de manière beaucoup plus intense. Dans les jours qui suivirent, le protagoniste alla parler à chaque personne qu'il avait aidé depuis son arrivée en ville pour les inviter à la fête d'inauguration de l'entreprise. Le jour de l'événement, alors que lui, Eliaria et les employés préparaient le repas, Morgan est arrivé accompagné d'un garçon et d'une fille. Ils ont été impressionnés en voyant le magasin prêt et parfait, et n'arrivaient pas à croire que tout avait été fait par un garçon de seulement 11 ans. À ce moment-là, le protagoniste est allé les saluer. Morgan les a présentés comme ses assistants. La fille s'appelait Carla et le garçon Carlos. Il a dit au protagoniste que, bien qu'ils soient jeunes, ils avaient beaucoup d'expérience et pouvaient accomplir toutes les tâches nécessaires. Le protagoniste était heureux d'entendre cela et a commencé à expliquer comment le magasin fonctionnerait et quelles seraient leurs responsabilités. Ensuite, il a emmené les enfants dans la pièce où se trouvaient les slimes pour leur montrer comment ils devaient en prendre soin. Les enfants ont demandé s'ils pouvaient en nettoyer les slimes ou s'ils devaient sécher les vêtements après les avoir lavés.
Le protagoniste leur a donné des conseils sur les soins à apporter, en s'assurant qu'ils nettoyaient, séchaient et pliaient correctement les vêtements, en vérifiant tout sur la liste. À ce moment-là, il a entendu ses noms être appelés, et s'est rendu compte que les aventuriers arrivaient. La fête a commencé à ce moment précis. Tout le monde est entré dans la salle, s'est réuni et a profité de la nourriture et de l'ambiance joyeuse de la fête. Le moment venu, notre protagoniste a décidé de dire quelques mots à tout le monde. Cela lui rappela cependant un discours qu'il avait prononcé dans un bureau dans le monde ancien, où personne ne l'avait vraiment écouté. Mais cette fois-ci, c'était différent. Là, ces personnes l'écoutaient attentivement. Après avoir remercié chacun pour son aide, il a proposé un toast. Tout le monde l'a félicité et a continué à s'amuser. Pendant ce temps, le propriétaire de la guilde des marchands discutait avec Aran. La présence de Glyceria mettait Aran mal à l'aise, car elle lui rappelait des souvenirs du passé. Malgré tout, Aran voulait savoir ce que la commerçante pensait des nouvelles affaires du protagoniste. Elle répondit qu'elle avait toute confiance en son succès, et que s'il avait besoin d'aide, elle serait ravie de lui venir en aide. Il conseilla également à Aran de bien prendre soin de lui afin que personne n'essaie de profiter de lui. La fête se poursuivit dans la joie et la bonne chère, ce qui suscita même des commentaires à l'intention de Jamil. Après tout, les nobles n'avaient généralement pas cette chance de pouvoir déguster des mets coûteux, qui n'étaient d'ailleurs pas toujours bons. C'est pourquoi tout le monde a pleinement profité de l'événement, qui a duré jusqu'à tard dans la nuit. Une fois la fête terminée et tout nettoyé, le protagoniste a remercié les deux garçons que Morgan avait amenés pour toute leur aide ce jour-là, et leur a demandé s'ils aimeraient travailler avec lui à partir du lendemain. Les garçons ont répondu qu'ils en avaient déjà discuté depuis un certain temps, et qu'ils souhaitaient vivement faire partie de son groupe. Au début, ils hésitaient à travailler pour un garçon de 11 ans qui nettoyait des vêtements avec l'aide de slimes. Mais après avoir découvert les lieux et vu à quel point tout était organisé, ils ont réalisé qu'ils seraient heureux d'aider et de grandir avec l'entreprise. En entendant cela, le protagoniste les remercia chaleureusement et accepta qu'ils travaillent avec lui. Les garçons promirent de se donner à fond, sachant qu'il était considéré comme un noble et que de ce fait, l'endroit attirerait l'attention de nombreuses personnes. C'est pourquoi ils ont toujours agi avec beaucoup de respect. Le lendemain, l'heure de l'inauguration officielle de l'entreprise était arrivée. Le protagoniste a tout organisé, a laissé les garçons responsables de l'endroit et leur a expliqué que, comme c'était le premier jour, il n'y aurait peut-être pas beaucoup de clients. Il leur a néanmoins demandé de rester attentifs à tout. Après cela, il est parti à la guilde des aventuriers pour annoncer l'ouverture. Là-bas, plusieurs aventuriers ont dit qu'ils passeraient à l'établissement dès qu'ils auraient terminé certaines missions. Le protagoniste a été surpris et leur a demandé comment ils étaient déjà au courant de l'inauguration, puisqu'ils n'avaient encore fait aucune annonce officielle. Ils lui ont montré une affiche que leur groupe avait distribuée pour faire connaître l'endroit et ont promis de faire de même dans d'autres quartiers de la ville. Fier de leur soutien, le protagoniste leur a recommandé d'essayer les services du magasin. Il a ensuite accepté une mission pour récolter des herbes. Bien que la réceptionniste lui ait dit qu'il devrait rester pour s'occuper de l'établissement, il a répondu que, comme c'était le premier jour, il ne serait pas difficile pour les autres gérants de s'en occuper. Plus tard, après avoir visité les mines et vaincu quelques monstres plus faibles, il a décidé de revenir pour voir comment allait l'établissement. À sa grande surprise, il y avait une énorme file d'attente à la porte, avec plusieurs personnes utilisant la magie pour entrer plus rapidement. Le protagoniste a demandé ce qui se passait, et les garçons lui ont expliqué que l'endroit était bondé, parce que de nombreux voisins attendaient l'ouverture depuis des jours. De plus, les aventuriers avaient prévenu qu'ils pourraient même nettoyer les saletés laissées par les gobelins. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont décidé d'essayer ce service, qui était bon marché et de qualité. Voyant cela, le protagoniste s'est beaucoup enthousiasmé et a commencé à aider les autres pour accélérer le service. Le travail a avancé rapidement et ils ont passé tout l'après-midi à travailler jusqu'à ce qu'ils puissent enfin fermer les portes. Il a avoué que cela avait été fatigant, car ils avaient été tellement occupés qu'ils n'avaient même pas eu le temps de se reposer. À ce moment-là, il s'est rendu compte que les garçons n'avaient pas arrêté un instant de toute la journée. Il s'est excusé, car il ne voulait pas qu'il travaille autant, contrairement à ce qu'il faisait dans sa vie antérieure, où il avait l'habitude de se pousser à bout. Il a promis d'embaucher 5 ou 6 personnes supplémentaires pour aider, car il ne s'attendait pas à avoir autant de clients dès le premier jour. Les garçons ont fait remarquer que plus la nouvelle se répandrait, plus il y aurait de clients. Ils ont également suggéré aux protagonistes de rechercher des personnes formées à la guilde des commerçants pour renforcer l'équipe. Il les a remerciés et était rapidement parti à la recherche de nouveaux employés. Arrivé à la guilde, il a parlé au propriétaire, lui expliquant que l'entreprise était un succès et qu'il avait besoin de plus de personnel pour l'aider.
En entendant cela, elle s'est réjouie et lui a dit qu'elle se chargerait de sélectionner plusieurs candidats parmi lesquels il pourrait choisir. Notre protagoniste l'a remercié chaleureusement et s'est rendu là où se trouvait la famille de Jamil. Il raconta à tout le monde le succès de sa première journée et ils furent impressionnés par tout ce qu'il avait accompli. Jamil lui recommanda de se rendre à la caserne de la ville, car il y trouverait certainement de nombreux clients qui pourraient devenir fidèles. Après avoir remercié tout le monde pour leur aide, il se rendit dans sa chambre pour se reposer. En repensant à cette journée fatigante, il s'est rendu compte que, contrairement à sa vie passée, où il faisait tout sans envie ni but, il était maintenant épuisé. Mais il se sentait très bien de faire quelque chose qu'il aimait et qui aidait les autres. Le lendemain, le magasin était à nouveau plein. Le protagoniste était heureux de voir que les gens étaient contents de pouvoir enfin rendre leurs vêtements presque comme neufs, et même d'enlever des tâches difficiles, ce qui semblait auparavant impossible. Cela le motiva encore plus à continuer. Il retourna à la guilde des marchands, où il trouva Glyceria. Elle lui a dit qu'elle avait déjà plusieurs candidats pour le poste, des personnes très qualifiées. Le protagoniste l'a remercié. Et, en rencontrant les candidats, il a remarqué qu'ils le regardaient avec surprise, ne sachant pas qui était cet enfant. Certains ont même répandu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être le petit-fils du propriétaire de la guilde. Il s'est alors présenté comme le propriétaire de la blanchisserie. En entendant cela, tout le monde a été surpris et a immédiatement commencé à discuter de la façon dont une telle entreprise pourrait fonctionner entre les mains d'un enfant. Le protagoniste a ignoré les commentaires et a expliqué en détail comment le magasin fonctionnerait. Il a raconté qu'il était dompteur et que les slimes étaient une partie essentielle de l'entreprise. C'est pourquoi ceux qui voulaient y travailler devaient accepter les slimes comme partenaires. Si quelqu'un ne s'entendait pas avec eux, ou n'aimait pas les slimes, il ne devait pas essayer de faire partie de l'équipe. Notre protagoniste s'est rendu compte qu'avec l'idée de travailler dans ce type d'entreprise, il n'y aurait aucun problème. Et ainsi, après ces mots, de nombreuses personnes ont commencé à se lever et à quitter les lieux. Certaines d'entre elles ont même déclaré que les slimes étaient des monstres et qu'elles n'accepteraient pas les ordres d'un enfant. Lorsqu'il a regardé autour de lui, il a vu qu'il ne restait plus que 2 personnes, un homme plus âgé et une jeune fille, qui se sont approchés et ont déclaré qu'ils n'avaient aucun problème ni aucune objection. Ils se sont présentés, l'homme s'appelait Faye et la jeune fille s'appelait Link. Faye a alors demandé s'il y aurait un problème à cause de la jambe blessée de notre protagoniste. Il a répondu qu'il ne voyait aucun problème, car il savait dans son esprit que les slimes pourraient l'aider. Il leur a ensuite demandé s'ils avaient des inquiétudes concernant le paiement. Faye a répondu qu'il n'avait aucune exigence en matière de paiement, tandis que Link a ajouté qu'il aimerait simplement avoir un endroit proche où dormir. Quelque chose de simple et bon marché, car n'importe quoi ferait l'affaire dans cette situation. Notre protagoniste leur a assuré que cela ne poserait aucun problème, car l'établissement disposait de chambres pour les employés, et que tous leurs besoins seraient satisfaits. Il leur posa alors une dernière question, car il les avait observés attentivement, et s'interrogeait sur les armes qu'ils tentaient de dissimuler dans leurs vêtements. Faye et Link furent surpris qu'ils les aient remarqués, et décidèrent de jouer cartes sur table. Avant tout cela, ils étaient des assassins. Glyceria, qui était également présente, s'est levée pour expliquer qu'ils étaient tous deux étrangers. Pendant une guerre, ils avaient perdu le maître qui leur confiait des missions. Alors ils s'étaient enfuis et avaient rejoint ce royaume, essayant de recommencer leur vie. Faye a expliqué qu'ils avaient à travailler dans des mines, mais qu'ils s'étaient cassé la jambe dans un accident et avaient donc besoin d'aide. Ils ont été surpris que notre protagoniste, malgré son jeune âge, fasse preuve d'autant d'attention. Glyceria a fait remarquer qu'il leur ressemblait, non pas dans le mauvais sens du terme, mais parce qu'il semblait cacher quelque chose de son passé. Pour changer de sujet, notre protagoniste leur a demandé s'ils pouvaient commencer à travailler dès le lendemain. Ils ont été surpris par la rapidité de la proposition, car ils connaissaient leur passé, mais il a répondu qu'il s'en moquait et qu'il leur faisait confiance. Glyceria a recommandé Link, et en entendant cela, la jeune fille était très heureuse et a promis de faire de son mieux au travail. Notre protagoniste a dit qu'ils pourraient même utiliser leurs compétences pour protéger l'entreprise en cas de problème. Faye lui a demandé d'être patient, car c'étaient de bonnes personnes qui essayaient de laisser leur passé derrière elles et qui seraient d'une grande aide. Après cela, il l'a remercié pour son conseil et les a conduits sur place. Après un certain temps, ils sont arrivés et notre protagoniste les a présentés à toute l'équipe. Ils ont alors commencé à travailler ensemble. Faye s'est chargée d'accueillir les clients, tandis que Link s'est rendu dans la salle de nettoyage. Elle était ravie de voir tous les slimes qui aidaient à déplacer les vêtements déjà lavés. Avec toute cette aide, le travail a été plus rapide, ce qui leur a permis de mieux se reposer. À la fin de la journée, notre protagoniste a emmené Link dans une pièce où il a utilisé sa dimension natale et a sorti 2 slimes de guérison. Ils ont demandé à quoi ils servaient, et il leur a expliqué que ces slimes pouvaient les guérir une jambe cassée. Il a laissé les slimes près de Faye pendant quelques secondes et lui a demandé comment il se sentait. Faye s'est levée, impressionnée, sans ressentir aucune douleur, et a réalisé que sa jambe était complètement guérie. Tous deux ont remercié chaleureusement notre protagoniste.
Ils avaient déjà renoncé à essayer de soigner la jambe, car engager un magicien coûtait trop cher, et le peu d'argent qu'ils avaient avait été dépensé pour payer un garde à la frontière. Notre protagoniste se sentit un peu mal en apprenant leur situation, mais il leur dit que cela ne devait pas se passer ainsi. Maintenant que sa jambe était guérie, ils avaient un emploi et un endroit où vivre. Notre protagoniste en a profité pour leur montrer les chambres, et ils ont été surpris de voir qu'elles étaient entièrement meublées. Link a fait remarquer qu'il n'avait pas dormi dans un lit de ce type depuis très longtemps. Plus tard, notre protagoniste a rencontré 2 jeunes gens qui lui ont montré les bénéfices, qui avaient considérablement augmenté, bien plus que la veille. Ils lui ont recommandé de ne refuser aucune aide de la part de l'équipe. Le lendemain, l'établissement a de nouveau été bondé dès le matin, ce qui a réjoui notre protagoniste. Pendant que ses employés s'occupèrent de tout, il a décidé de leur préparer une pizza afin qu'ils puissent manger quelque chose de différent. Tout le monde a beaucoup apprécié cette surprise et a ainsi continué à travailler pendant le reste de la journée. À la fin, notre protagoniste s'est rendu compte que les ventes de cette journée étaient supérieures à celles de la veille et a pensé qu'il était peut-être temps d'embaucher plus de personnes pour aider sur place. Tout le monde a approuvé cette idée et il a également suggéré d'embaucher un cuisinier. Les jeunes ont été surpris, car habituellement, l'un d'entre eux préparait les repas. Mais Ryuma leur a expliqué qu'il valait mieux avoir quelqu'un qui savait vraiment cuisiner des plats savoureux afin que tout le monde puisse mieux profiter des repas. Faye a félicité notre protagoniste, disant qu'il se souciait beaucoup de ses employés, ce qu'il n'avait jamais vu ailleurs. Avec de bons salaires, un logement sur place et une nourriture de qualité, les travailleurs avaient toutes les raisons de ne pas vouloir travailler ailleurs. Notre protagoniste a remercié Faye pour son compliment et a promis de faire de son mieux pour qu'ils apprécient leur travail. Après cela, il s'est rendu à la guilde des marchands pour parler à Glyceria afin de trouver d'autres candidats. Il lui a expliqué qu'il avait besoin de 3 employés supplémentaires et d'un cuisinier. La propriétaire a été surprise d'apprendre qu'il voulait un cuisinier, mais elle connaissait Ryuma et comprenait qu'un spécialiste de la cuisine serait préférable à un employé ordinaire. Elle a promis de l'aider et a dit qu'elle trouverait de bons candidats et que cette fois-ci, il serait vraiment intéressé par le travail avec les slimes. Le lendemain, notre protagoniste a rencontré les candidates, 3 filles venues d'une ville voisine, toutes à la recherche d'un emploi, ainsi que Selma, qui était cuisinière dans une auberge. Toutes ont accepté de travailler dans le magasin et de vivre dans les dortoirs. Il ne manquait plus que son accord. Notre protagoniste était enthousiaste et a accepté. Glyceria a fait remarquer que si les affaires marchaient bien, il pourrait même envisager d'ouvrir une succursale dans une autre ville. Au bout d'une semaine, les nouvelles filles s'étaient déjà bien adaptées, et grâce à la cuisine de Selma, l'ambiance était encore plus joyeuse, ce qui a même permis à notre protagoniste de prendre le temps de se reposer. Il avait désormais le temps de s'occuper des murs et des fleurs. Alors qu'il suivait l'évolution de l'entreprise, la famille de Jamil s'est approchée de lui pour lui dire à quel point elle avait confiance en lui et qu'il avait dépassé toutes leurs attentes, s'adaptant bien à la ville et faisant prospérer l'entreprise. Quelques jours plus tard, notre protagoniste a reçu un appel de Morgan, qui lui a demandé comment les choses se passaient. Ryuma répondit que tout allait très bien, et qu'il avait déjà embauché plusieurs jeunes pour faire fonctionner le magasin même en son absence. Morgan fut surpris, et dit qu'il avait une proposition à faire à notre protagoniste, car la saison du Frog Grill approchait, et qu'il serait formidable d'avoir un tissu imperméable comme celui qu'il proposait. Il voulait créer suffisamment de produits pour s'assurer que les aventuriers achèteraient le prototype. Quand il a entendu cela, il a immédiatement accepté et a promis de commencer à lui envoyer beaucoup plus de tissus imperméables. Peu après, le protagoniste a rencontré Yara et lui a montré qu'il faisait quelques tests pour essayer d'obtenir plus de slime de fer. Yara lui a demandé s'il produisait le tissu imperméable dans les mines. Il a confirmé et elle a demandé à l'accompagner jusqu'à cet endroit. Finalement, ils sont arrivés sur place et Yara a pris un violon et expliqué qu'elle adorait la musique. De plus, elle savait que les oiseaux qui apparaissaient pendant la saison des grenouilles aimaient aussi beaucoup la musique, ce qui faciliterait leur domestication. Pendant que Yara jouait, il commença à travailler sur les intermédiaires, tandis que Yara continuait à jouer du violon. Puis, utilisant sa magie de création, il prit quelques pierres et les façonna pour former une petite poupée de Yara appelée Albert. Yara fut très heureuse de voir la poupée et promit d'en prendre soin pour toujours. Plus tard, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, le protagoniste a montré à tout le monde plusieurs figurines qu'il avait réalisées de chaque membre de la maison et ils ont été impressionnés par le niveau de détail.
C'est alors que Jamil a eu une idée. Il a suggéré à Elara d'emporter les figurines à l'académie, car il lui manquerait certainement beaucoup, et cela l'aiderait à contrôler ce sentiment. En entendant cela, Elara s'est réjouie, et a demandé au protagoniste de faire une figurine de lui, car il était le seul à être absent. Le lendemain, le protagoniste s'est rendu au magasin, et comme tout allait bien, il a décidé de retourner dans les mines, pour fabriquer plus de tissus. Les jours ont passé, et Ryuma a ajouté 2 nouveaux slimes à sa collection, l'un en fer et l'autre acheté à des marchands, fait de sang. La blanchisserie qu'il gérait était de plus en plus connue. La télévision étanche se vendait également très bien. Il commença à s'entraîner de manière spéciale pour apprendre à apprivoiser les créatures. Il y avait également la possibilité de partager des sensations avec sa famille, ce qui serait impossible avec un slime. Après plusieurs semaines d'entraînement, le jour arriva où des grenouilles spéciales commencèrent à apparaître. Elles devinrent précieuses en tant que matériaux et attirèrent également des oiseaux difficiles pour apprivoiser. À la fin de cette période, Ryuma devait se séparer de la famille à Yamil. Ils ont essayé de capturer l'un de ces oiseaux. Vous savez comment c'est. Mais Ryuma a fini par provoquer leur colère. Même un oiseau plus fort est apparu, les obligeant tous à s'unir pour l'affronter. C'est alors que Ryuma a décidé de mettre en pratique ses cours de violon, car ces oiseaux étaient attirés par la musique. Il a réussi à apprivoiser 9 oiseaux d'un seul coup. Pendant ce temps, Elearia essayait de jouer de sa guitare et a réussi à produire une mélodie si belle qu'elle aurait pu émouvoir même un homme adulte. C'est ainsi qu'il réussit à les conquérir. Parmi ceux qui restaient, il y avait un oiseau rare et de haut niveau, quelque chose que Ryuma n'avait pas. Sans plus attendre, ils décidèrent de célébrer cette victoire. Il semblait qu'après un échange d'objets de valeur, le moment était venu de se dire au revoir. Ils se promirent de se revoir dans 3 ans. Ainsi, plus qu'un adieu, ce n'était qu'un au revoir. Quelque temps plus tard, Ryuma a pris la décision d'écrire une lettre à Elearia, racontant tout ce qu'il avait fait depuis qu'il avait commencé à vivre de manière indépendante, loin de sa famille. Pendant ce temps, le protagoniste se consacrait à la blanchisserie, aidant les employés et supervisant chaque détail. Plus tard, Calom s'est approché de Ryuma et lui a demandé de trouver un moment pour leur rendre visite à une autre occasion, lui rappelant qu'il s'occupait toujours des tâches tôt le matin, soulageant ainsi les employés d'une partie du travail. Ryuma accepta sans hésiter. Calom profita de l'occasion pour revenir sur l'idée d'ouvrir un nouvel établissement. Mais la conversation ne put se poursuivre, car un bruit étrange à l'extérieur attira l'attention des 2 hommes. Intrigués, ils sortirent pour voir ce qui se passait et tombèrent sur Lilin, qui avait ligoté 2 individus qui tentèrent de diffamer la blanchisserie dans le but d'éloigner les clients. Intrigué, Ryuma demanda pourquoi il avait entendu des rires à cet endroit. Jane expliqua que ces 2 fauteurs de troubles avaient l'habitude de laver leurs vêtements là-bas et cherchaient toujours à trouver des défauts inexistants. Quand ils ne trouvaient rien, ils se moquaient des autres, ce qui irritait les clients. Lilin, déterminé, les a maîtrisés et les a remis aux gardes. Ryuma a réfléchi à cela et s'est dit qu'il devait empêcher que de telles situations ne se reproduisent. Avec l'aide de ses slimes, il allait fabriquer des fenêtres résistantes à tout impact. Il passa toute la nuit à se consacrer à cette tâche, et ce faisant, découvrit un type de slime inhabituel. Intrigué, il examina la créature et se rendit compte, à sa grande surprise, qu'il s'agissait de son propre familier sous une forme évoluée. Était-il possible qu'il ait changé de cette manière ? Se demanda-t-il. À sa grande surprise, il s'agissait d'un slime médicinal, résultat de la transformation des slimes venimeux lorsqu'ils ingéraient des antidotes. Le protagoniste demanda à ce nouveau slime de commencer à préparer des remèdes. À l'aide de sa magie, il examina chaque produit, y voyant non seulement une opportunité commerciale prometteuse, mais aussi un moyen efficace d'aider de nombreuses personnes. Le lendemain matin, Ryuma alla rencontrer les dieux et remarqua que l'espace autour de lui semblait différent. Il y rencontra une divinité qu'il n'avait jamais vue auparavant. L'être se présenta comme Tekun, dieu de la technologie et des artisans, et révéla qu'il l'observait depuis un certain temps, allant même jusqu'à reproduire certaines de ses inventions, comme les jouets fabriqués pour la Laiaria. Ryuma raconta à Tekun son arrivée dans ce nouveau monde, recevant des éloges pour les compétences dont il faisait preuve. Il s'enquit ensuite des autres dieux. Tekun expliqua que chacun suivait ses propres intérêts, à l'exception de ceux qui régissaient la guerre, la magie et la terre. Avant de prendre congé, il lui conseilla, s'il avait des questions sur ce monde, de se tourner vers Fernvelia, le dieu de la magie et de l'éducation.
Plus tard, Ryuma retourna à la blanchisserie et proposa de remplacer les fenêtres par celles qu'il avait construites. Lilin se chargea de tester leur résistance en les frappant de toutes ses forces, mais le verre resta intact. Surprise, elle lança même un sort pour renforcer ses attaques, mais elle ne parvint toujours pas à les briser. Avec une telle résistance, personne ne pourra nuire à l'entreprise, pensa-t-elle à voix haute. Cependant, Ryuma réfléchit qu'en cas d'urgence, personne ne pourrait s'échapper s'il n'était pas possible de les détruire, et il garda cette réflexion pour lui. Décidé, il se rendit chez la secte pour acheter des flacons de médicaments. Elle expliqua qu'elle pouvait désormais produire des médicaments puissants, capables d'aider les aventuriers. Elle lui recommanda ensuite d'aller voir Gisela. Lorsqu'il la trouva, Ryuma lui demanda de l'aide pour obtenir les flacons, et elle accepta de collaborer, mais lui conseilla d'envisager d'ouvrir une pharmacie. Le protagoniste refusa, jugeant prématuré de se lancer dans une autre entreprise. Peu après, il reçut une lettre de l'arrière, dans laquelle il comprit qu'il était peut-être vraiment nécessaire d'étendre ses activités. Le chef de la guilde des Takers se présenta à la blanchisserie pour inspecter les slimes du protagoniste, et lui dit qu'il espérait en tirer bientôt de plus gros profits. Pendant ce temps, une agitation se formait à l'intérieur du local. Un homme accusait l'établissement d'avoir endommagé ses vêtements. Ryuma prit les vêtements et remarqua que les déchirures avaient été faites exprès avec une lame. Pour prouver l'innocence de ces slimes, il montra au client qu'il ne dévorait que de la saleté, sans rien qui puisse couper les tissus. Irrité, l'homme tenta de l'agresser, mais le protagoniste réagit rapidement, le plaquant au sol et le livrant aux autorités. Carla commença à s'inquiéter de cette série de sabotages. C'était la deuxième fois qu'on tentait de nuire aux slimes. Qui pouvait bien être derrière tout ça? Elle réfléchissait, considérant que, comme ils étaient la seule blanchisserie de la ville, la motivation pouvait être plus profonde. Ryuma lui a demandé d'enquêter, et au cours de ses recherches, elle a rencontré Sai. En chemin, un compagnon de la guilde a fait une remarque à Ryuma au sujet de ses katanas. Le protagoniste, curieux, lui demanda où il les avait trouvés. Don répondit qu'elles lui étaient envoyées directement. Ryuma comprit qu'il serait difficile pour un enfant comme lui de se procurer de telles armes et décida de fabriquer les siennes. Le lendemain matin, en arrivant à la blanchisserie, Carla lui remit un rapport contenant des recherches importantes. Il découvrit ainsi qu'il y avait un conflit entre deux factions. Taylor, chef de la guilde des dompteurs, avait des idées précises sur l'utilisation des monstres, tandis que l'autre faction défendait des créatures fortes et agressives. Ces derniers, afin de ternir la réputation de Taylor, provoquèrent des problèmes et attaquèrent les dompteurs considérés comme plus faibles. Ryuma comprit qu'il était considéré comme l'un des plus fragiles, car il ne travaillait qu'avec des slimes. En réponse, il demanda à Carla de répandre des rumeurs selon lesquelles il avait dompté Neymar. Kulkin, Tony et Lobelia, des chercheurs spécialisés dans les slimes, sont rapidement arrivés à la blanchisserie pour vérifier si les créatures étaient à l'aise. Intéressés, ils voulaient Carla savoir comment elles évoluaient vers différents types. Ryuma a partagé ses recherches, en expliquant les détails. Le soir, en rentrant chez lui, il s'aperçut qu'il était suivi. 3 personnes l'acculèrent dans des ruelles, armées et prêtes à le blesser. Sans hésiter, il utilisa des sorts de téléportation et du poison pour les vaincre, puis les interrogea. Cependant, une invocation surgit pour l'attaquer par derrière, mais Nero le protégea. Peu après, Aran arriva avec la police, disant qu'ils avaient entendu le tumulte et étaient venus aider. Le lendemain matin, Ryuma avertit les employés de redoubler de vigilance. Carla l'accompagna à une réunion à la guilde des aventuriers, où ils découvrirent, grâce à Aran, que des assassins avaient été engagés pour l'éliminer. Gisela lui conseilla, s'il devait affronter de tels ennemis, d'utiliser la violence pour leur faire peur et les éloigner. Pendant des jours, Ryuma dut se défendre contre des attaques de plus en plus nombreuses. Conscient du danger, il a décidé de former ses employés à l'autodéfense et a engagé un garde du corps, Dwaichi, pour protéger les employés et le bâtiment, avec l'aide de Fei et Lilin. Au fil du temps, les bénéfices ont augmenté au-delà des prévisions, et Ryuma a décidé d'ouvrir un nouvel établissement. Pour cela, il s'est rendu dans une autre ville, après avoir envoyé une lettre. Hilaria l'accompagna jusqu'à Lenf. Là, il avait une lettre destinée à Pyoro, pour Yonji. Il trouva rapidement la boutique de Pyoro et fut surpris par sa taille. Accueilli par lui et sa fille, Miyabi, Ryuma a reçu de l'aide pour remplir les formalités administratives nécessaires auprès des guildes. Plus tard, Pyoro a révélé qu'il avait déjà réservé le terrain pour une nouvelle entreprise. Il ne restait plus qu'à obtenir les licences.
Ils se sont rendus ensemble à la guilde des marchands. Lorsque le protagoniste lui demanda quelle était sa fonction, Pyoro lui répondit qu'il travaillait également à la guilde des aventuriers, des artisans et parmi les chevaliers dragons. Intrigué, Ryuma voulut savoir ce qu'était un homme dragon. Pyoro lui montra alors un vaste champ rempli de dragons, utilisé pour le transport de personnes et de charges lourdes, ce qui l'impressionna beaucoup. Après avoir rempli tous les papiers, Ryuma se rendit sur le terrain où son commerce était déjà construit. Le bâtiment était prêt, mais il manquait encore le mobilier. Il décida de régler cela en envoyant des instructions par courrier à l'aide d'un oiseau messager. Pyoro l'invita à dîner, et le jeune homme accepta sans hésiter. Il fut surpris de constater que les plats servis étaient des recettes locales, ce qui lui rappela de nombreux souvenirs. Pendant le repas, il apprit que Miyabi allait être envoyée dans une académie, afin de se créer un réseau qui l'aiderait à l'avenir dans sa carrière d'entrepreneuse. Cependant, elle ne se sentait pas en confiance, car elle ne savait pas si elle s'entendrait bien avec les humains. À un autre moment, Ryuma apprit que la ville était attaquée par un monstre. Cet être était lié à l'un des dieux car il portait une ancienne relique. « Je m'en occuperai plus tard », pensa le protagoniste, décidant de reporter la question. Le lendemain matin, il se rendit en personne dans les nouveaux locaux, emmenant ses slimes pour l'aider à les meubler. Lorsqu'il eut terminé, il partit à la recherche du monstre et finit par le trouver par hasard. Il était avec Jack, qui lisait une lettre reçue d'Elaria. L'ennemi était un énorme sanglier de rang D, dont la présence effrayait deux aventuriers. Ryuma prit une profonde inspiration et se prépara. Il a sorti son arc et a tenté de blesser la créature, mais il s'est vite rendu compte que sa peau était trop dure. « Ça ne marchera pas comme ça », pensa-t-il, tandis que les aventuriers lui criaient de s'enfuir. Cependant, il refusa de battre en retraite. Il affronta le sanglier, en utilisant sa force brute, renforçant ses coups avec un sort, et réussit finalement à abattre la bête. Les aventuriers, impressionnés, le remercièrent de leur avoir sauvé la vie. L'un d'eux, blessé, fut soigné par Ryuma, qui utilisa un slime de guérison pour refermer toutes ses fractures. Ils voulurent ensuite le récompenser en lui offrant une rémunération. Ryuma, quant à lui, leur demanda de l'aider à transporter le sanglier jusqu'à Pyoro. En voyant l'animal abattu, Pyoro ne put cacher sa surprise. Peu après, M s'est énervé et a réprimandé Ryuma pour avoir apporté le sanglier à la boutique. À ce moment-là, un garçon de la guilde est apparu, l'accusant d'avoir agi illégalement, car il avait accompli une mission de haut niveau, sans autorisation. Ryuma a rapidement trouvé une excuse et, avec l'aide des aventuriers qu'il avait sauvés, il a réussi à convaincre le garçon qu'il n'avait enfreint aucune règle. Le garçon finit par accepter et s'en alla. Le lendemain matin, Ryuma reçut de la guilde sa récompense pour avoir sauvé les enfants. Pyoro voulut également le récompenser en lui offrant de la viande de sanglier. Ryuma eut alors l'idée de préparer un plat typique de la région pour que Pyoro le goûte. Après l'avoir goûté, Miyabi et lui furent enchantés par son goût. Ils apprirent rapidement la recette et décidèrent de l'utiliser dans leur propre magasin, attirant ainsi plus de clients. Plus tard, Carla rendit visite à Ryuma pour lui apporter son aide. Elle lui présenta les nouveaux employés qui allaient travailler dans le deuxième établissement. Le protagoniste les accueillit avec enthousiasme et, avec eux, organisa la blanchisserie pour son inauguration. Lui et Carla ont tout supervisé, s'assurant que le service était correctement effectué. Ils ont été surpris de voir qu'il y avait également beaucoup de clients à cet endroit. Dès que les employés se sont habitués au rythme de travail, Ryuma a nommé un superviseur en qui ils pouvaient avoir confiance. Après cela, il est retourné à Jimol et a reçu une lettre de Liaria qui lui racontait les progrès réalisés dans son apprentissage de la magie de Domar. Peu après, il a rendu visite à Cert, qui lui a montré les nouveaux articles disponibles à la guilde. En observant les produits provenant de la Terre, Ryuma n'a pas pu contenir sa surprise. Il demanda s'il fonctionnait avec de la magie, et Cert le confirma. Il se rendit ensuite à la blanchisserie pour vérifier comment les choses se passaient. Calom fit remarquer qu'un des slimes avait dévoré du charbon. Le protagoniste expliqua que c'était normal. Les slimes faisaient cela lorsqu'ils étaient sur le point d'évoluer vers une autre espèce. Il décida d'emmener le slime chez lui pour l'étudier de plus près. Le lendemain matin, il a rencontré Calom et lui a dit qu'il allait quitter la ville pendant un certain temps afin d'améliorer son rang d'aventurier. Il lui a demandé de s'occuper de la blanchisserie et Calom a accepté cette responsabilité. Ryuma s'est ensuite rendu à la guilde, où la secrétaire de Waran lui a présenté un nouvel employé. Dans la salle de réunion, Ryuma expliqua qu'il souhaitait monter en grade en accomplissant des missions en dehors de la ville.
La secrétaire lui demanda s'il avait l'intention de se rendre à la mer d'Arbre, considérée comme l'un des endroits les plus dangereux au monde. Le protagoniste confirma et raconta ses expériences lorsqu'il y avait vécu. Avant de rencontrer la famille de Reinhard, Ryuma avait été obligé de signer un contrat de sécurité. Cette fois-ci, Baena lui confia une mission spéciale afin de faciliter son ascension dans la hiérarchie. Il devait escorter des marchandises jusqu'à la ville de Kevan. Le protagoniste reconnut le nom de la ville, car c'était de là que provenaient les artefacts montrés par Serge. Quelques jours plus tard, Ryuma arriva à Kevan, visita l'atelier d'artefacts et livra la cargaison. Le propriétaire le récompensa avec une tasse de thé dont le jeune homme reconnut le goût. C'était du thé fait sur place. À ce moment-là, Serge est venu le saluer. Le propriétaire, appelé Domi, lui a alors présenté une nouvelle invention, une voiture fonctionnant à la magie. Il expliqua qu'il fabriquait des artefacts pour les vendre dans le monde entier et que, grâce à l'argent gagné, il finançait les études de son petit-fils à l'académie de la capitale. Bien qu'il n'ait que 4 ans, il croyait que le garçon était un génie, car il l'aidait déjà à créer des artefacts. Ryuma trouva cela curieux, mais n'y prêta pas beaucoup d'importance. Avec Serge, il chercha une auberge où séjourner. En achetant un artefact magique, le protagoniste remarqua qu'il y avait une boîte à musique inachevée, fabriquée précisément par le petit-fils de Domi. Il décida de la terminer lui-même, et montra le résultat à Serge, qui lui conseilla d'en parler à Domi. De cette façon, il pourrait la reproduire et la vendre, ce qui aiderait à financer les études du garçon. Le soir, Ryuma écrivit une lettre à Hilaria pour lui parler des artefacts qu'il avait découverts. Le lendemain, il se rendit dans les commerces locaux et retrouva Domi. Il lui a présenté son projet de boîte à musique. Pendant que Serge négociait, Ryuma a fait la connaissance de Fedeli, le petit-fils de Domi, et a passé un moment à jouer au pion avec lui. Finalement, Domi a accepté la proposition, et Ryuma a écrit une autre lettre à Hilaria pour l'informer de ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, il rentra chez lui et constata que le slime qui avait dévoré du charbon avait évolué. Il découvrit qu'il était devenu un slime désodorisant, capable de résister et d'absorber les odeurs. Il raconta la nouvelle à Calom, qui fut impressionné par cette avancée. Plus tard, il rencontra des enfants qui essayaient de transporter des ordures avec un chariot cassé. Il les aida à réparer le véhicule et fut conduit à l'église. Là, il rencontra Fernbelia, qui selon le plan des dieux, voulait l'interroger sur la terre et ses opinions. En réalité, elle souhaitait lire dans l'âme de Ryuma pour confirmer s'il était digne de confiance. Une fois qu'elle eut terminé, elle en fut convaincue. Après avoir quitté l'église, Ryuma rencontra Waran, qui entraînait de jeunes aventuriers. Le vétéran a demandé au protagoniste de participer aux exercices. Waran lui a remis une épée et tous deux ont commencé un entraînement intense qui a surpris toutes les personnes présentes. Plus tard, Waran demanda à Ryuma s'il aimerait devenir instructeur des débutants. Il répondit que non, car enseigner pouvait être stressant. Malgré tout, Waran le remercia pour son aide. Peu après, Ryoma reçut une lettre d'Hilaria. Dans celle-ci, la jeune fille racontait qu'elle avait appris à préparer des bonbons et qu'elle prévoyait d'en faire lorsqu'ils se reverraient. Elle révélait également qu'elle allait partir vivre seule à l'académie et qu'elle était nerveuse à cette idée. Ryoma réfléchit à ce qu'il pourrait lui offrir et décida de lui faire un cadeau. Il fit une expérience chimique et fabriqua du savon artisanal de différentes formes, pensant qu'Hilaria apprécierait ce geste. Les jours passèrent jusqu'à ce que Ryoma découvre qu'un festival allait avoir lieu. Curieux, il alla voir Kaloum pour lui demander ce qu'il savait. Mais le jeune homme secoua la tête en disant qu'il n'avait aucune information. Le protagoniste décida alors d'aller voir Dos, qui lui expliqua calmement que l'événement célébrait la fondation de GEO, occasion à laquelle des artistes se produisaient et des magasins spéciaux apparaissaient uniquement pendant cette période, avant que la conversation ne s'éternise. Koum l'interrompit, inquiet, disant au protagoniste que Carla rencontrait des problèmes dans le deuxième magasin. Les slimes de nettoyage avaient commencé à se multiplier de manière incontrôlable. Sans perdre de temps, Ryoma utilisa le téléportation et se rendit directement sur place. La scène qui s'offrait à lui était impressionnante. Il y avait exactement 74 slimes réunis. Il a signé un contrat avec chacun d'entre eux et a voulu savoir pourquoi ils se multipliaient autant. L'un des employés lui a remis un papier expliquant que la surcharge de travail avait causé cette expansion. Heureusement, il existait déjà une méthode pour les empêcher de continuer à évoluer. Plus tard, Ryoma est allé rendre visite à Pyoro, et dès qu'il est entré, il a senti une odeur désagréable dans l'air. Pyoro lui a montré un tonneau contenant du poisson fermenté. Le protagoniste a reconnu le problème, et a immédiatement demandé l'aide du slime désodorisant,
qui a éliminé l'odeur en quelques instants. En guise de remerciement, Pyoro lui a offert un tonneau de poisson fermenté, que Ryoma a apporté à Gemal. Là, il a découvert que Surt voulait l'interviewer. Au cours de la visite, Surt lui a montré une boîte à musique qu'il venait de terminer. Il lui a dit qu'il avait l'intention de les vendre au festival de la Fondation et qu'il en avait déjà plusieurs de prêtes. Ryoma a observé l'objet, réfléchissant à la dévouement de son collègue. Peu après, un cri de Selma attira son attention. Il courut voir ce qui s'était passé et découvrit que le tonneau de poisson qu'il avait apporté avait commencé à pourrir. Il utilisa rapidement à nouveau la boue désodorisante pour sauver ce qui était encore bon, transformant le reste en ingrédients pour cuisiner. Selma prépara un dîner spécial et tous les employés se réunirent pour déguster le plat. À la fin, ils félicitèrent Selma et Ryoma pour le repas. Callum, enthousiaste, suggéra d'ouvrir un restaurant pour accueillir les artistes qui viendraient au festival. L'idée a séduit les autres, et Ryoma s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas refuser. Ainsi, tout le monde s'est réuni avec Selma dans la cuisine pour préparer des plats différents et exclusifs pour l'occasion. Plus tard, Callum a conseillé à Ryoma d'embaucher quelqu'un pour l'aider, car il trouvait risqué que le groupe s'occupe de tout seul. Ryoma trouva la suggestion sensée, mais à ce moment-là, Shu apparut, l'interrompant pour lui présenter le directeur de l'entreprise responsable de l'une des représentations du festival, Prenant Loy. L'homme albinos salua Ryoma avec politesse, le félicitant d'être le créateur des boîtes à musique. Il avoua être fan de la mélodie qu'elle reproduisait, et regretta que ses compagnons ne soient pas présents pour le saluer. Ryoma répondit calmement que ce n'était pas grave, qu'ils étaient probablement fatigués par le voyage. Loy expliqua qu'ils avaient en effet rencontré des difficultés, car des fourmis géantes avaient commencé à creuser des voies de transport, ce qui pouvait provoquer des effondrements. Le lendemain matin, Ryoma se rendit à la guilde pour signaler le problème. Là, il reçut pour mission de localiser le nid de ces créatures. Pour sa recherche, il utilisa son sortilège lui permettant de partager la vision des oiseaux, élargissant ainsi son champ d'action. Par hasard, il rencontra les jeunes aventuriers qu'il avait formés. Ils l'ont salué avec enthousiasme et lui ont expliqué qu'ils cherchaient eux aussi les fourmis, car ils avaient l'intention de vendre les coquilles aux forges, où elles étaient très prisées. Ryoma a décidé de les aider. Avec l'aide de ses slimes métalliques, il a détecté l'un des nids. Peu après, une fourmi géante surgit pour l'attaquer, mais il la vainquit rapidement. Plusieurs autres surgirent des ouvertures dans le sol. Au lieu d'intervenir, Ryoma préféra laisser les novices se battre, se contentant de les surveiller de près et d'envoyer des slimes lorsque cela était nécessaire. Il a ainsi pu s'assurer que personne ne soit blessé. Impressionné par leur rapidité, il a décidé de chercher d'autres nids et d'affronter d'autres fourmis. Lorsqu'ils sont revenus au village, il était déjà tard, et tout le monde a remercié Ryoma de les avoir guidés. Le soir, il a emmené le groupe à la buanderie pour les présenter à Callum. Il a expliqué en quoi ils pourraient être utiles lors du festival. Doshi a reconnu l'un des jeunes, Beck, et a déclaré qu'il connaissait le groupe pour avoir côtoyé des personnes des bidonvilles. Callum approuva l'idée et prit la responsabilité de les guider. Le jour du festival arriva, et les plats préparés par Ryoma ouvrirent l'événement. Le public fut enchanté par le goût et fit l'éloge de Selma. Beck s'est alors approché du protagoniste, et, curieux, lui a demandé comment il pouvait être aussi fort. Ryoma lui a retourné la question, voulant comprendre son intérêt. Beck a avoué qu'il voulait savoir s'il avait aussi peur lorsqu'il combattait des monstres. Le protagoniste a souri et a répondu par la négative, l'encourageant à s'investir davantage pour surmonter cette peur. Plus tard, Ryoma a raconté à Elaria comment s'était déroulé le festival. La scène est passée à la jeune fille, qui disait au revoir à ses parents afin de se rendre à l'Académie Hugh, accompagnée de Camille, qui l'escortait dans une calèche. À l'Académie, elle assista à son premier cours, consacré aux bases de la magie. Un mois s'écoula et Elaria s'ennuyait déjà, car elle maîtrisait tous les concepts de base enseignés. De plus, personne ne s'était approché d'elle pour discuter. Un jour, elle entra dans une salle vide et rencontra une fille aux cheveux roux. Elle se présenta comme Michel, la fille aînée du comte Wildan. Les deux décidèrent d'abandonner les formalités, car elles en avaient assez de respecter autant l'étiquette. Michel demanda à Elaria pourquoi elle était là, et celle-ci répondit sans détour que c'était simplement par ennui. Michel rit, disant qu'il en allait de même pour elle, mais qu'elle profitait de son temps libre pour étudier l'alchimie, en particulier la transmutation. À ce moment-là, Michel commença une expérience d'alchimie avec du feu, et Elaria resta là à l'observer. Curieuse, elle lui demanda pourquoi elle se consacrait à cela.
et Michel expliqua qu'elle trouvait cela beaucoup plus intéressant que la magie ordinaire. Elle créa alors une petite sphère de feu qui rebondit à l'intérieur d'une barrière, effrayant une fille qui les espionnait. L'intruse s'excusa et se présenta. C'était Miab. Elle expliqua qu'elle avait un message de Ryoma pour Elaria, lui souhaitant bonne chance à l'académie. Comprenant l'intention du protagoniste de la rapprocher de Miab, Elaria n'hésita pas et lui demanda d'être amie, sans se soucier des titres ou des classes sociales. Miab accepta, et Michel se joignit également à elle. Les trois filles se rendirent au jardin, où elles commencèrent à former un groupe, comme l'exigeait l'académie. Il manquait 2 membres. Michel a suggéré Riella Clifford, la fille aînée du baron Clifford. Les 3 filles se sont rendues au terrain d'entraînement aux armes et ont réussi à la recruter. Là, elles ont également rencontré Kanan, une fille connue pour tricher. Miab l'a abordée et l'a invitée à rejoindre le groupe. Kanan a raconté qu'elle venait d'une famille d'éleveurs de bêtes magiques, mais comme elle n'avait pas de talent pour cela, elle se consacrait à la magie d'enchantement. Elle a expliqué que ce type de magie exigeait des partenaires compatibles, et que c'était pour cette raison que personne ne s'était approché d'elle. Les filles ne la jugèrent pas et décidèrent de l'accepter. Il ne fallut pas longtemps pour que des rumeurs circulent au sujet du groupe, certaines les sous-estimant, d'autres les qualifiant de faibles. Puis le professeur de la classe annonça que tous les groupes participeraient à un test de survie dans la forêt de l'académie, où ils devraient camper et compter uniquement sur la force de leurs compagnons. La nuit, Elaria et ses amis s'endormirent dans la tente qu'elles avaient construite avec effort. Le silence fut soudainement rompu par un cri qui les réveilla toutes. Effrayées, elles se précipitèrent dehors pour voir ce qui se passait. L'une des tentes s'était effondrée sur une fille d'un autre groupe, lui causant quelques blessures. Très vite, les différents groupes se mirent à se disputer, se menaçant mutuellement avec de la magie. Miyabi intervint rapidement, empêchant la situation de s'aggraver. Elaria, profitant du moment, se souvint du cadeau qu'elle avait reçu de Ryoma, un slim curatif. Calmement, elle l'utilisa pour soigner les blessures de la jeune fille blessée. Pendant ce temps, elle pensait qu'il valait mieux unir leurs forces, plutôt que de les laisser se disperser dans des conflits. D'une voix ferme, elle suggéra à tous les groupes de s'unir. Malgré la méfiance initiale, elle réussit à les convaincre, transformant la tension en amitié. En travaillant ensemble, leurs chances de survie seraient bien plus grandes. Yari observait la scène avec un sourire, car ces mots lui rappelaient les conseils de Ryoma. « Fais-toi autant d'amis que possible à l'académie. » Décidée, elle prévoyait déjà d'écrire une lettre au protagoniste pour lui parler des nouveaux liens qu'elle avait tissés. Pendant ce temps, la scène se déplaçait vers la buanderie. Là, les employés étaient réunis, discutant de la manière dont ils devaient s'organiser pour la prochaine partie du festival de la Fondation. À proximité, la compagnie Zloy répétait ses numéros artistiques, se préparant pour l'événement. Ryoma, curieux, assista à l'un des entraînements et fit alors la connaissance d'Aran. L'homme le remercia d'avoir pris soin des fourmis auparavant, puis lui demanda s'il était toujours intéressé par devenir un aventurier officiel. Ryoma confirma que oui, et Aran lui proposa une mission de collecte. Il devait aller chercher des ressources dans la grande forêt de Schluss, un endroit dangereux et rempli de monstres. Le lendemain matin, Ryoma a réuni son équipe d'aventuriers. Elganik a expliqué qu'ils avaient besoin d'environ 300 minéraux pour revitaliser la ville, car les mines locales étaient presque épuisées. Il a souligné que ces ressources étaient urgentes pour permettre l'expansion de la ville et réduire la dépendance à l'exploitation minière limitée. Azag a été nommé chef de l'équipe et Aran a ajouté que Ryoma devait les accompagner pour acquérir de l'expérience et ainsi monter de niveau. Le groupe a accepté la décision sans se plaindre et a commencé les préparatifs. Dans l'après-midi, ils partirent en calèche vers la forêt. Ryoma fut satisfait de ne pas retrouver le même groupe d'aventuriers, avec lequel il avait affronté les gobelins dans les mines. Pendant le trajet, Azag suggéra de camper dans la forêt, mais avertit qu'il devait en faire attention aux arbres, créatures qui attaquaient depuis les hauteurs avec avantage. Leur faiblesse se lisait sur leur visage. Mais le problème était qu'elle était difficile à percevoir en raison de la magie qu'ils utilisaient pour se déguiser. Ryoma réfléchit à cela, déterminé à être encore plus attentif. Lorsque la nuit tomba, le groupe installa son campement. Le protagoniste, désireux de mieux organiser le plan, fit apparaître une table et plusieurs chaises. Là, tous discutèrent de leur rôle. Romy et le guérisseur seraient chargés de transporter les minéraux, tandis que les autres se consacreraient au combat. Le lendemain,
Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Ils identifièrent rapidement un faux arbre chargé de pouvoirs magiques. Ils le détruisirent rapidement et utilisèrent les slimes pour transporter le bois. Ryoma les observait à distance, essayant de s'habituer au travail d'équipe. Pourtant, le stratège du groupe commença à se méfier. Il n'était pas normal que les arbres apparaissent en plein jour, car ils préféraient la nuit. Cela signifiait que quelque chose d'inhabituel se passait. Ils décidèrent de rentrer pour déjeuner. Pendant le repas, Ryoma remarqua une présence étrange au fond de la forêt. Il découvrit alors un nouveau type de slime. Le slime pelucheux, qui possédait la rare capacité de voler grâce à la magie spatiale, vint se poser dans ses mains. Il conclut un contrat et analysa attentivement les capacités de la créature. Après le déjeuner, l'escouade retourna dans la forêt. Ils remarquèrent rapidement que d'autres arbres s'étaient apparus. Asagi commença à soupçonner la présence d'un monstre d'élite caché dans l'ombre. Ryoma a alors décidé de convoquer tous ces slimes métalliques et de les transformer en armes de jet, détruisant ainsi un grand nombre de ces arbres. Cette action a forcé le véritable ennemi à se montrer. Le monstre d'élite s'est révélé avec une impressionnante aura de pouvoir magique. Les slimes de Ryoma tremblèrent de peur et le protagoniste a réalisé qu'il ne pouvait pas les laisser affronter cela seul. « Je m'en occuperai, vous n'avez pas à avoir peur », pensait-il avec détermination. Cependant, l'escouade a commencé à être attaquée par les assauts surprises de la créature. Unissant leurs forces, ils ont tenté de résister, mais le monstre faisait preuve de capacités effrayantes, utilisant une magie noire capable de faire fondre les armes ordinaires. Ryoma, préparé, a utilisé une boue de fer pure résistante à l'énergie sombre. Il créa rapidement plusieurs armes pour tout le monde, et grâce à cet avantage, ils affrontèrent l'arbre maudit jusqu'à le vaincre. En récompense, ils trouvèrent un coffre mystérieux contenant un joyau qui amplifiait le pouvoir magique de l'ennemi. Le lendemain, ils retournèrent à la ville de Gimli. Les habitants étaient occupés à décorer les rues pour la deuxième partie du festival. Ryoma transféra les objets collectés dans l'inventaire de ses compagnons et se rendit à la blanchisserie afin de superviser l'avancement des préparatifs. À son arrivée, il découvrit qu'il construisait une tente pour la nourriture et une grande plateforme. D'où lui expliqua que les artistes de la compagnie Zloy avaient engagé des maçons pour aider à la construction de la plateforme et du stand de la blanchisserie Frenant. Le protagoniste fut rassuré. Il n'avait pas à s'inquiéter. Après tout, ils étaient tous collègues et amis. Callum emmena Ryoma à la blanchisserie, en lui disant qu'il manquait encore des boissons pour la tente. Le jeune homme réfléchit et eut une idée. Préparer des boissons à base de orge. Il expliqua qu'ils avaient reçu un paquet de cette céréale du village de Jen. Les filles les goûtèrent et décidèrent de les inclure dans le menu. Pendant ce temps, Ryoma se partageait entre plusieurs tâches. Peindre la tente, cuisiner et même sculpter de la glace. À ce moment-là, Serge lui présenta, ainsi qu'à Frénan, une nouvelle version de la boîte à musique qu'il vendrait au festival, désormais en forme de dôme. Le protagoniste continua à aider aux préparatifs jusqu'à la fin de la journée, terminant la décoration de la scène où Frénan se produirait. Le lendemain matin, il prit un peu de temps libre pour jouer avec l'un de ses slimes les plus mignons, mais il fut bientôt alarmé en sentant une présence puissante. En regardant vers le ciel, il vit un dragon. Il reconnut immédiatement le chevalier. C'était Pierrot. Sans hésiter, il alla à sa rencontre et fut salué par Jimol. Ils discutèrent brièvement jusqu'à ce qu'Asagi arrive pour récupérer un colis livré par Pierrot. Ryoma a soupçonné qu'il s'agissait simplement d'assaisonnement pour la nourriture, mais il a remarqué le sérieux de Nasaki et lui a demandé s'il y avait un problème. Il a répondu que oui, et les a emmenés dans sa boutique exclusive du festival. Là, il leur a expliqué qu'ils avaient prévu de vendre des tempuras de légumes, mais qu'ils voulaient y proposer des plats supplémentaires et qu'ils n'avaient pas d'idée. Ryoma a décidé de leur apprendre à préparer des dismezu, élargissant ainsi le menu. Dans l'après-midi, le protagoniste leur a dit au revoir. À ce moment-là, les dieux observèrent des actions, en particulier Samambaya Vela, car les découvertes de Ryoma sur les slimes pourraient transformer le monde magique de manière positive. Le lendemain, le festival a commencé. La ville était pleine d'enthousiasme. Ryoma a parcouru les rues pour vérifier que tout se passait bien. Il salua Asagi dans son stand de nourriture, lui rappelant de passer au sien pour goûter les plats. Il continua sa promenade et entendit le son d'une harpe. Suivant le son, il trouva Brennan en train de promouvoir les nouvelles boîtes à musique. Les études confirmèrent le succès du produit, au point de nécessiter probablement un réseau de vente. De retour à la blanchisserie,
Ryoma fut surpris de voir une longue file de personnes intéressées par la dégustation de la cuisine locale. Il se précipita pour aider Kalom et les autres. L'activité était si intense qu'ils se retrouvèrent rapidement à court de thé d'orge et de plats. Ryoma augmenta la production et donna les restes aux slimes nécrophages, qui s'en nourrissaient. Plus tard, Waran vint s'enquérir des aventuriers novices. Ryoma a répondu qu'il travaillait dur, mais qu'il s'était rendu compte qu'ils étaient involontairement exploités. À ce moment-là, des employés de la deuxième blanchisserie sont arrivés pour aider. Carla en a profité pour se rendre dans la loge de Prenam, où elle a trouvé Prenam sur scène en train de ranger ses affaires. Il expliqua qu'il possédait une relique d'un dieu lié au vent, qui leur portait toujours chance lors de leur représentation. Peu après, tout le monde se rassembla dans les rues pour la fête. Ryoma fit un discours émouvant, enthousiasmant la foule. Les gens ont profité du moment et sont devenus encore plus unis. Prenam et ses compagnons ont invité Ryoma à faire une représentation d'adieu au festival. Il a accepté, exhibant ses sorts et ses talents musicaux. Il ferma les yeux, heureux, pensant que cette journée serait inoubliable. Avant la fin, Ryoma demanda une faveur concernant les boîtes à musique. La scène passa alors à Elaria, qui lisait une lettre envoyée par le protagoniste. Dans celle-ci, il racontait comment s'était déroulé le festival, et disait qu'il envoyait 2 boîtes à musique pour qu'elle les garde comme un véritable trésor.